Bien avant que l'histoire ne se pense comme une suite d'événements, avant même que le passé ne soit perçu comme quelque chose à conserver, des mains humaines ont gravé des signes dans l'argile humide. Ces marques n'étaient pas faites pour être belles, ni pour raconter des exploits. Elles étaient destinées à ne pas être oubliées. Dans ces tablettes, enfouies sous la poussière de la Mésopotamie, le monde n'apparaît pas comme un commencement, mais comme une étape. La Terre y est décrite avec distance, presque comme un lieu déjà ancien. Des êtres y observent, décident, organisent. Ils ne sont ni abstraits, ni éternels. Ils travaillent, se lassent, hésitent. Ce qui s'y révèle n'est pas une légende flamboyante, mais une mémoire fragmentée, transmise avec prudence. Une mémoire qui suggère qu'à l'origine de certaines civilisations, quelque chose ou quelqu'un était déjà là, et que tout n'a pas été dit. Bien avant que les villes ne portent des noms, avant que les frontières ne soient tracées ou que les dieux ne soient organisés en panthéons, la terre de Mésopotamie était déjà habitée par une mémoire silencieuse. Une mémoire sans voix, sans récit, inscrite dans les cycles du fleuve, dans la lente accumulation des couches de limon, dans les gestes répétés de communautés dont nous ne connaissons presque rien. Ce monde antérieur à l'écriture n'était pas vide. Il était dense, ordonné par des rythmes naturels et déjà traversé par des préoccupations qui allaient, bien plus tard, se fixer dans l'argile. Lorsque les premières tablettes apparaissent, elles ne surgissent pas dans un désert culturel. Elles émergent d'un long processus d'observation, de transmission orale et de pratiques établies depuis des générations. Les Sumériens n'inventent pas l'écriture pour raconter des mythes ou célébrer des dieux. Ils l'utilisent d'abord pour compter, pour organiser, pour noter ce qui doit être conservé. Ce choix initial est révélateur. Il suggère une société déjà complexe, attentive à la continuité, consciente que certaines informations ne peuvent plus reposer uniquement sur la mémoire humaine. Dans ce contexte, les récits, qui évoquent les Anunnaki, ne sont pas présentés comme des révélations soudaines. Ils apparaissent comme des éléments intégrés à un ensemble plus vaste de connaissances. Les textes ne cherchent pas à convaincre, ils consignent. Ils décrivent un ordre du monde dans lequel la présence de ces entités est tenue pour acquise. Le ton est souvent sobre, presque administratif, même lorsque les actions décrites dépassent l'échelle humaine. Avant même que les Anunnaki soient nommés comme tels, les tablettes laissent entrevoir une vision du monde où la Terre n'est pas centrale. Elle est un lieu parmi d'autres, un espace façonné, exploité, observé. Les dieux ne sont pas omnipotents. Ils ont des fonctions, des responsabilités, des contraintes. Certains commandent, d'autres exécutent. Certains descendent, d'autres restent à distance. Cette hiérarchie n'a rien de symbolique, elle est décrite avec la précision d'une organisation réelle. Ce qui frappe dans ces textes anciens, c'est l'absence d'émerveillement. L'arrivée des Anunnaki, lorsqu'elle est évoquée, ne donne lieu à aucune exaltation particulière. Elle est traitée comme un fait, une transition, un changement de régime, comme si les auteurs considéraient que le monde avait déjà connu d'autres transformations comparables. La Terre devient un lieu d'intervention, mais non un centre sacré. Elle est choisie pour des raisons pratiques, rarement explicitées, mais toujours liées à ses ressources. Avant l'écriture, il y avait donc déjà une structure mentale capable d'accueillir ce type de récit. Une structure où le ciel et la terre n'étaient pas séparés par une frontière infranchissable, où des êtres venus d'ailleurs pouvaient être intégrés à l'ordre du monde sans provoquer de rupture conceptuelle. Cette fluidité suggère que les récits sumériens s'appuient sur des traditions bien plus anciennes, transmises oralement, peut-être fragmentées, mais suffisamment cohérentes pour être fixées par écrit. L'argile, matériau humble et fragile, devient alors le support d'une mémoire qui ne cherche pas à embellir. Elle conserve des listes de rois, des descriptions de travaux, des décisions prises par des assemblées divines. Elle mentionne des lieux, des durées, des responsabilités. Tout cela donne l'impression d'un monde administré, géré, parfois contesté. Les dieux y débattent, ils se plaignent de la fatigue, ils cherchent des solutions. Rien n'est figé. Dans cette poussière, avant l'écriture, il y a aussi une forme de retenue. Les textes ne disent pas tout. Ils supposent une connaissance partagée, implicite. Certains passages semblent volontairement lacunaires, comme si certaines informations ne devaient pas être détaillées. Cette économie de mots renforce l'impression que ce qui est écrit n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste, dont une grande part s'est perdue. Les Anunnaki, dans ce contexte, ne sont pas encore des figures mythologiques au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Ils sont des agents, des décideurs, des intervenants. Leur nom même renvoie à une appartenance, à une lignée,
à une origine céleste mais sans emphase. Ils ne sont pas décrits comme des créateurs absolus, mais comme des acteurs d'un système déjà en place. La Terre existait avant eux. Les humains aussi, sous une forme encore indéfinie. Ce monde ancien ne cherche pas à expliquer l'origine de tout. Il se concentre sur ce qui fonctionne, sur ce qui doit être corrigé, sur ce qui pose problème. L'écriture sert à stabiliser ces préoccupations. Elle fige des décisions, des hiérarchies, des récits fondateurs, mais toujours avec une sobriété qui contraste avec les interprétations modernes. Il n'y a pas de quête de sens ultime. Il y a une volonté de continuité. En observant ces premières tablettes, on comprend que l'arrivée des Anunnaki s'inscrit dans une temporalité longue. Elle n'est pas un commencement, mais une étape, une réponse à une situation donnée. Les textes ne s'attardent pas sur les modalités de cette venue. Ils ne décrivent ni machine, ni prodige. Ils se contentent de noter que les dieux sont là, qu'ils prennent position, qu'ils modifient l'ordre existant. Ce silence sur les détails techniques n'est pas un oubli. Il reflète probablement une distance culturelle. Les auteurs écrivent pour leurs contemporains, pas pour des lecteurs futurs. Ce qui leur semble évident n'a pas besoin d'être expliqué. Ce qui est étranger est simplement nommé, intégré, puis laissé de côté. Cette manière d'écrire crée aujourd'hui un sentiment de manque, mais elle témoigne d'une confiance dans la transmission orale qui accompagnait ces textes. La poussière avant l'écriture est donc aussi une poussière de voix, de récits parlés, de gestes partagés autour des foyers. Lorsque ces voix se figent dans l'argile, elles perdent une partie de leur contexte. Ce que nous lisons n'est qu'un écho, un fragment. Mais un fragment suffisamment cohérent pour suggérer une vision du monde où l'humain n'est pas seul, ni au centre, ni maître de son destin. À mesure que l'écriture s'installe, cette vision va se préciser, se structurer, se ritualiser. Les Anunnaki vont être nommés, classés, associés à des fonctions précises. Mais à ce stade initial, il reste encore des présences diffuses, inscrites dans un monde en devenir. Un monde où l'ordre n'est jamais définitif, où les décisions peuvent être révisées, où même les dieux sont soumis à des contraintes. Ce qui se dessine alors dans cette période antérieure au grand récit, c'est une conception de l'histoire comme gestion du réel et non comme glorification. La mémoire est un outil. L'écriture en est le prolongement. Et ce qui est consigné, avec patience et retenue, prépare le terrain pour des récits plus détaillés, plus explicites, qui viendront plus tard. Lorsque les tablettes commencent à parler plus clairement des Anunnaki, elles ne surgissent pas de nulle part. Elles s'appuient sur ce socle ancien, sur cette poussière chargée de sens, sur cette vision du monde déjà façonnée par des générations d'observateurs silencieux. Et c'est dans cette continuité, presque imperceptible, que les textes vont progressivement révéler non seulement qui étaient ces êtres, mais pourquoi leur présence sur Terre a laissé une empreinte si durable. Lorsque l'écriture commence à se stabiliser en Mésopotamie, elle ne se présente pas comme un outil sacré. Elle est d'abord utilitaire, presque austère. Les premières tablettes ne cherchent pas à raconter le monde, mais à le maintenir en équilibre. Elles consignent des échanges, des stocks, des terres, des obligations. Pourtant, à travers cette apparente banalité, une vision bien plus large transparaît. Car ce qui est organisé avec autant de soin n'est pas seulement une économie humaine, mais un ordre qui semble répondre à des règles établies bien avant que les hommes n'en soient les auteurs. Ces tablettes, souvent fragmentaires, ne parlent pas encore directement de Dieu au sens mythologique. Elles évoquent des autorités, des entités supérieures, des décisions venues d'un niveau inaccessible. Les termes employés sont précis, mais jamais emphatiques. Rien n'est présenté comme surnaturel. Les forces à l'œuvre sont décrites comme extérieures, supérieures, mais intégrées à la logique du monde. Elles ne bouleversent pas l'ordre naturel, elles le redéfinissent. Avant même que les Anunnaki soient explicitement nommés, leur présence se devine dans la structure même des textes. Certaines décisions semblent dépasser l'échelle humaine. Certaines durées ne correspondent pas à une vie ordinaire. Certaines responsabilités ne peuvent être assumées par une seule génération. Les scribes notent ces éléments sans commentaire, comme s'ils faisaient partie d'un cadre admis par tous. Cette absence d'explication suggère une familiarité ancienne avec ces concepts. Les tablettes révèlent aussi une relation particulière au temps. Le passé n'est pas idéalisé. Il est comptabilisé, archivé, parfois corrigé. Les événements sont enregistrés pour leur utilité future, non pour leur valeur symbolique. Cette approche pragmatique donne au récit ultérieur une tonalité singulière. Lorsque les dieux apparaissent, ils ne surgissent pas dans un vide mythique. Ils entrent dans un monde déjà structuré, déjà administré, déjà conscient de ses limites.
Dans plusieurs textes anciens, l'ordre du monde est présenté comme le résultat d'un ajustement. Quelque chose ne fonctionnait pas correctement, une charge trop lourde, un déséquilibre, une tâche répétée jusqu'à l'épuisement. Ces descriptions, souvent attribuées plus tard aux dieux eux-mêmes, apparaissent d'abord sous une forme impersonnelle. Le problème existe avant que ces acteurs ne soient pleinement identifiés. Cela donne l'impression que les Anunnaki ne sont pas à l'origine du désordre, mais appelés pour y répondre. Les scribes, en consignant ces récits, ne cherchent pas à flatter les dieux. Ils ne leur attribuent pas de qualité morale absolue. Les entités supérieures peuvent se tromper, hésiter, se contredire. Elles délibèrent. Elles se répartissent les tâches, elles délèguent. Cette représentation tranche avec les mythologies plus tardives, où les dieux incarnent souvent des principes abstraits. Ici, ils ressemblent davantage à des administrateurs d'un territoire complexe. Les tablettes montrent également que la connaissance est hiérarchisée. Tout n'est pas destiné à être su. Certains savoirs sont réservés, transmis à des individus spécifiques, parfois désignés par leur fonction plutôt que par leur nom. Cette retenue suggère une conscience aiguë des conséquences de l'information. Ce qui est écrit peut survivre à ceux qui l'ont produit. Il doit donc être mesuré, contrôlé, parfois volontairement incomplet. Dans ce paysage de signes et de silence, les Anunnaki prennent forme progressivement. Leur nom apparaît associé à des décisions collectives, à des assemblées, à des moments de transition. Ils ne sont pas isolés. Ils appartiennent à un groupe, à une structure. Leur autorité semble reconnue, mais non incontestée. D'autres entités existent. D'autres niveaux de pouvoir sont évoqués. Le monde décrit par les tablettes est stratifié, complexe, loin d'une opposition simple entre humains et dieux. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont la Terre est décrite. Elle n'est pas un sanctuaire. Elle est un espace de travail, un lieu de ressources, un territoire à organiser. Les fleuves sont canalisés, les terres sont divisées, les cycles sont observés. Tout cela est présenté comme répondant à une nécessité plus vaste. La planète est intégrée dans un système plus large, dont les contours restent flous, mais dont les effets sont tangibles. Les humains, dans ces premiers textes, occupent une place intermédiaire. Ils ne sont ni insignifiants, ni souverains. Ils exécutent, ils apprennent, ils transmettent. Leur rôle semble défini par des besoins qui les dépassent. Cette position n'est pas vécue comme une humiliation. Elle est simplement acceptée comme un fait. Les tablettes ne contiennent aucune plainte existentielle. Elles décrivent un ordre dans lequel chacun a une fonction. À mesure que l'écriture devient plus narrative, les figures divines se précisent. Mais même alors, les tablettes conservent cette tonalité retenue. Les récits de création, par exemple, ne sont pas des poèmes cosmiques. Ils ressemblent davantage à des comptes rendus. Un problème est posé, une solution est envisagée, des conséquences sont anticipées. Cette logique traverse l'ensemble des textes, donnant à l'ensemble une cohérence troublante. Les Anunnaki, dans ce cadre, apparaissent comme des agents de transition. Ils interviennent à des moments charnières. Ils modifient des équilibres existants. Ils introduisent de nouvelles structures. Mais ils ne sont jamais décrits comme omniscients. Leur savoir est vaste, mais limité. Ils doivent observer, tester, parfois corriger. Cette imperfection les rend étrangement proches, tout en maintenant une distance infranchissable. Les tablettes, avant les dieux, ou plutôt avant leur pleine théâtralisation mythologique, nous offrent donc un aperçu rare. Celui d'un monde où le sacré n'est pas séparé du fonctionnel, où l'autorité n'est pas absolue mais négociée, où la mémoire est un outil de gestion, non un simple réceptacle de légendes. Cette vision, profondément différente de nos attentes modernes, invite à reconsidérer la nature même de ces récits. Il est possible que ce que nous appelons aujourd'hui mythologie ait été, à l'origine, une forme d'archivage du réel, une manière de consigner des événements perçus comme importants, sans disposer du langage conceptuel pour les expliquer autrement. Les dieux seraient alors des figures de traduction, des tentatives de donner forme à des forces, des décisions, des présences difficiles à saisir. Dans cette perspective, les Anunnaki ne seraient ni de simples inventions, ni des symboles abstraits. Ils seraient les vestiges d'une mémoire ancienne, filtrée par des générations de scribes, adaptés à des contextes changeants, mais conservant un noyau stable. Ce noyau, inscrit dans l'argile, résiste au temps même lorsque les interprétations se multiplient. À la fin de cette période, les tablettes commencent à changer de ton. Les récits deviennent plus structurés. Les généalogies apparaissent. Les fonctions sont clarifiées.
Les dieux prennent des noms, des attributs, des domaines précis. Ce glissement marque une étape importante. Il annonce une séparation progressive entre le monde humain et le monde divin, entre ce qui peut être consigné et ce qui doit être révéré. Mais avant cette séparation, il y a ce moment fragile, presque invisible, où l'écriture enregistre un monde encore fluide. Un monde où les Anunnaki ne sont pas encore des figures lointaines, mais des présences intégrées à l'ordre des choses. Et c'est précisément à partir de cette intégration que les textes vont commencer à décrire, avec plus de précision, les circonstances de leur venue et les raisons profondes de leur intervention sur Terre. À mesure que les textes sumériens gagnent en densité et en précision, une transformation subtile s'opère. Les Anunnaki cessent d'être de simples présences implicites pour devenir des figures identifiables, sans pour autant entrer dans le domaine du mythe au sens symbolique ou allégorique. Ils ne sont pas encore entourés de récits embellis ni chargés de fonctions morales. Ils apparaissent plutôt comme des acteurs inscrits dans une continuité liée à des décisions concrètes, à des lieux précis, à des responsabilités définies. Dans ces textes, leur nom n'est jamais introduit comme une révélation. Il est utilisé comme un terme déjà connu, partagé par ceux qui lisent ou écoutent. Cela suggère que leur existence faisait partie d'un cadre mental antérieur à l'écriture elle-même. Les scribes ne prennent pas la peine d'expliquer qui ils sont. Ils mentionnent ce qu'ils font, ce qu'ils décident, ce qu'ils exigent. L'essentiel n'est pas leur nature, mais leur rôle dans l'ordre du monde. Les Anunnaki sont souvent associés à des assemblées. Ils délibèrent, évaluent, répartissent les tâches. Cette image collective contraste fortement avec les représentations ultérieures de dieux solitaires et omnipotents. Ici, le pouvoir est distribué, il circule, il peut être contesté. Certaines décisions semblent lourdes de conséquences, prises après hésitation, comme si l'erreur était possible. Cette fragilité implicite rend leur présence plus complexe, moins abstraite. Leur relation à la Terre est décrite avec une étonnante neutralité. Elle n'est ni un don, ni une conquête sacrée. Elle est un espace d'intervention. Les textes évoquent des zones spécifiques, des régions aménagées, des ressources exploitées. La planète apparaît comme un lieu déjà ancien, porteur de potentialités, mais aussi de contraintes. Les Anunnaki ne la créent pas. Ils s'y installent, l'observent, la transforment. Ce regard extérieur, presque administratif, traverse l'ensemble des récits. Les fleuves sont détournés, les terres sont mesurées, les cycles sont surveillés. Rien de tout cela n'est présenté comme miraculeux. Ce sont des actions nécessaires, parfois pénibles, souvent répétitives. Les textes laissent entendre une forme de lassitude, une fatigue liée à la gestion d'un monde matériel exigeant. Cette fatigue joue un rôle central dans les décisions à venir. Avant que les humains ne prennent la place qui leur sera assignée plus tard, les textes suggèrent que les Anunnaki eux-mêmes accomplissaient certaines tâches. Ils travaillaient la terre, ils maintenaient les infrastructures, ils assuraient de l'équilibre. Cette situation, décrite sans emphase, est présentée comme insoutenable à long terme. Le problème n'est pas moral, mais logistique. La charge est trop lourde. Le système doit être ajusté. C'est dans ce contexte que la question de la délégation émerge, non comme une volonté de domination, mais comme une nécessité pratique. Les textes ne parlent pas encore de création au sens strict. Ils évoquent des ajustements, des modifications, des mélanges. L'idée d'un être capable de prendre en charge certaines fonctions commence à se dessiner sans être pleinement formulée. L'humain, tel qu'il apparaîtra plus tard, n'est encore qu'une possibilité. Les Anunnaki, à ce stade, ne sont pas des figures de culte. Ils ne réclament pas d'adoration. Les offrandes, lorsqu'elles sont mentionnées, ont une fonction d'entretien, presque contractuelle. Elles assurent un équilibre, une continuité. Il s'agit moins de vénération que de reconnaissance d'un ordre établi. Cette relation pragmatique entre humains et entités supérieures renforce l'idée d'un monde régi par des accords tacites plutôt que par des absolus. Les textes révèlent aussi une conscience aiguë des limites de la transmission. Ce qui est consigné n'est jamais exhaustif. Certains événements sont évoqués brièvement, comme s'ils étaient trop connus pour être détaillés ou trop sensibles pour être développés. Cette retenue crée des zones d'ombre, des silences qui intriguent. Elle suggère que certaines connaissances circulaient en dehors de l'écriture, réservées à des cercles restreints. Lorsque les Anunnaki sont décrits individuellement, leurs traits restent flous. Ils sont définis par leur fonction plus que par leur personnalité. L'un supervise, l'autre exécute, un troisième arbitre.
Cette absence de psychologie renforce leur statut d'agent plutôt que de personnage. Ils incarnent des rôles au sein d'un système, non des archétypes symboliques. Ce n'est que plus tard que ces figures seront dotées d'histoires personnelles, de conflits dramatisés. Le langage utilisé pour parler des Anunnaki est révélateur. Il est précis, technique, parfois répétitif. Les mêmes formules reviennent pour décrire des décisions, des ordres, des répartitions. Cette répétition n'est pas un effet stylistique. Elle reflète une réalité administrative où la stabilité repose sur la constance des termes. Le monde décrit fonctionne parce que ces règles sont claires, même si elles ne sont pas toujours explicitées. Dans cette phase, les Anunnaki ne sont pas séparés du monde naturel. Ils y sont intégrés. Ils interagissent avec les cycles, les saisons, les ressources. Ils ne les contrôlent pas totalement. Ils doivent composer avec des forces qui les dépassent parfois. Cette cohabitation avec un environnement imprévisible renforce l'impression d'un monde en tension, où l'équilibre est toujours provisoire. Les humains, encore en arrière-plan, observent, exécutent, apprennent. Leur rôle est secondaire, mais indispensable. Ils sont les témoins silencieux de ces transformations. Les textes ne leur attribuent pas encore une origine spécifique. Ils sont là, présents, intégrés au paysage. Leur relation aux Anunnaki est fonctionnelle, non spirituelle. Ils reçoivent des ordres, transmettent des informations, participent à l'entretien de l'ordre établi. Ce qui se dessine progressivement, c'est une histoire racontée sans intention de mystifier. Les événements sont présentés comme des faits. Leur portée cosmique n'est jamais soulignée. Ce sont les lecteurs modernes qui y projettent une dimension mythique. À l'origine, ces récits semblaient répondre à un besoin de compréhension pratique du monde, de ses hiérarchies, de ses contraintes. À mesure que les générations passent, cette mémoire pragmatique va se transformer. Les figures vont s'éloigner. Les récits vont se charger de symboles. Les Anunnaki deviendront des dieux au sens plein. Mais dans cette phase ancienne, ils restent encore proches, presque accessibles, inscrits dans un monde où le divin et le fonctionnel ne sont pas encore dissociés. Cette proximité rend leur présence d'autant plus troublante, car elle suggère que ce qui sera plus tard, interprété comme mythe, était peut-être, à l'origine, une tentative de décrire une réalité perçue comme tangible. Une réalité où des êtres venus d'ailleurs intervenaient dans l'organisation du monde, non par caprice mais par nécessité. Les textes ne tranchent pas. Ils ne disent pas ce que sont réellement les Anunnaki. Ils se contentent de montrer ce qu'ils font, comment ils agissent, et comment leur présence modifie l'ordre existant. Cette approche indirecte laisse place à l'interprétation, mais elle impose aussi une discipline. Il faut lire avec retenue, accepter les silences, respecter la logique interne des récits. À la fin de cette période, un glissement s'opère. Les décisions deviennent plus lourdes, les ajustements ne suffisent plus. Le problème de la charge de travail revient, plus pressant. Les textes commencent à évoquer des solutions plus radicales, des transformations profondes. L'idée d'une intervention directe sur la nature humaine se précise, sans encore être pleinement formulée. C'est à partir de ce moment que les récits vont changer de ton. La création, jusqu'ici implicite, va devenir un thème central. Les Anunnaki, confrontés à leurs propres limites, vont chercher une réponse durable. Et cette réponse, inscrite dans l'argile avec une sobriété déroutante, marquera un tournant décisif dans l'histoire telle que les textes sumériens la conçoivent. Lorsque les textes sumériens évoquent l'arrivée des Anunnaki sur Terre, ils le font d'une manière presque déconcertante. Il n'y a ni éclat, ni fracas, ni rupture spectaculaire. Aucun ciel déchiré, aucune lumière soudaine, aucun signe annonciateur. Leur venue n'est pas racontée comme un événement extraordinaire, mais comme une transition. Quelque chose qui s'est produit sans que cela nécessite d'être dramatisé. Cette sobriété n'est pas un manque d'imagination, elle révèle une manière très particulière de concevoir le réel. Les tablettes parlent d'une présence qui s'installe. Les Anunnaki apparaissent déjà en place, déjà engagés dans l'organisation du territoire. Le récit commence souvent après leur arrivée, comme si le moment précis du passage n'était pas jugé essentiel. Ce qui importe, ce sont les conséquences, les décisions prises, les ajustements nécessaires. L'histoire ne s'attarde pas sur le comment, mais sur le après. Cette absence de description spectaculaire a longtemps dérouté les lecteurs modernes. Habitués à des récits où l'arrivée des dieux est accompagnée de signes célestes, ils cherchent des images de feu, de tonnerre, de lumière. Or, les textes sumériens n'offrent rien de tel. Ils décrivent une installation progressive, presque administrative.
Les Anunnaki prennent connaissance des lieux, évaluent les ressources, observent les cycles. La Terre est traitée comme un espace à comprendre avant d'être transformée. Le langage utilisé est révélateur. Les verbes sont simples, concrets: descendre, établir, répartir, mesurer. Rien n'évoque une irruption violente. Rien ne suggère une rupture avec l'ordre naturel. Au contraire, l'arrivée des Anunnaki semble s'inscrire dans une continuité, comme si la Terre faisait déjà partie d'un ensemble plus vaste, et que leur venue n'était qu'un déplacement au sein de cet ensemble. Cette manière de raconter suggère une familiarité ancienne avec l'idée de déplacement entre différents plans d'existence. Pour les scribes, il n'y a pas de frontière absolue entre le ciel et la terre. Ces notions ne sont pas des opposés, mais des niveaux. Passer de l'un à l'autre n'est pas nécessairement un exploit. C'est une possibilité intégrée à leur vision du monde. Ainsi, l'arrivée des Anunnaki ne mérite pas d'être embellie. Elle est simplement notée. Les textes insistent davantage sur ce que les Anunnaki trouvent en arrivant. Une terre déjà habitée, déjà façonnée par des forces naturelles et humaines. Des fleuves imprévisibles, des terres fertiles mais instables, des communautés organisées selon des règles locales. Rien n'est vierge. Rien n'est à créer ex nihilo. Il s'agit d'intervenir sur un existant, d'y imposer un ordre plus vaste, plus durable. Cette approche pragmatique se retrouve dans la manière dont les Anunnaki sont décrits au travail. Ils ne dominent pas immédiatement. Ils observent, ils évaluent, ils semblent soumis à leurs propres contraintes, à des objectifs qui ne sont pas explicités, mais qui orientent chacune de leurs actions. Leur arrivée n'est pas un acte de conquête, mais une mission, une tâche à accomplir. Le silence autour des moyens de cette arrivée est particulièrement frappant. Aucun texte ne décrit les outils, les véhicules, les procédés. Ce silence peut être interprété de plusieurs manières. Il peut indiquer que ces détails étaient considérés comme secondaires, ou bien qu'ils relevaient d'un savoir réservé, non destiné à être consigné, ou encore qu'ils étaient si évidents pour les contemporains qu'il n'était pas nécessaire de les expliquer. Quelle que soit l'interprétation retenue, ce choix narratif crée une distance. Il empêche le lecteur de se fixer sur des images spectaculaires. Il l'oblige à se concentrer sur les effets concrets de cette présence. Et ces effets sont nombreux. Les textes mentionnent des transformations profondes dans l'organisation du territoire, dans la gestion des ressources, dans la répartition des tâches. Les Anunnaki ne se présentent pas comme des sauveurs. Ils ne promettent pas un âge d'or. Leur arrivée apporte autant de contraintes que de solutions. Les textes évoquent des tensions, des résistances, des ajustements difficiles. Certains équilibres sont rompus, d'autres sont créés. Le monde change, mais pas nécessairement pour le mieux, du moins pas pour tous. Ce réalisme traverse l'ensemble des récits. Même lorsque les Anunnaki prennent des décisions majeures, le ton reste mesuré. Les conséquences sont décrites avec précision, sans jugement moral. Les textes ne disent pas si ces décisions sont justes ou injustes. Ils se contentent d'enregistrer leurs effets. Cette neutralité renforce l'impression que l'on a affaire à des chroniques, non à des mythes édifiants. La manière dont les humains perçoivent cette arrivée est à peine évoquée. Il n'y a pas de panique collective, pas de prosternation universelle. Les communautés semblent s'adapter, intégrer cette nouvelle autorité dans leur quotidien. Les Anunnaki deviennent des figures de référence, des centres de décision, mais leur présence ne bouleverse pas immédiatement les structures sociales existantes. Elle les transforme lentement. Cette lenteur est essentielle. Elle suggère que l'arrivée des Anunnaki n'est pas un événement ponctuel, mais un processus, une installation progressive étalée dans le temps. Les textes laissent entendre que plusieurs générations ont vécu cette transition, que les changements se sont accumulés, parfois imperceptiblement. Ce n'est qu'avec le recul que leur ampleur devient visible. L'absence de feu et de ciel déchiré n'est donc pas une omission. Elle reflète une vision du monde où le spectaculaire n'est pas nécessaire pour signifier l'importance. Ce qui compte, ce sont les structures mises en place, les règles établies, les conséquences durables. L'arrivée des Anunnaki est importante non parce qu'elle est impressionnante, mais parce qu'elle modifie profondément l'organisation du réel. Cette approche tranche avec les récits ultérieurs où les dieux descendent dans le fracas et la lumière. Elle nous rappelle que ces textes sont parmi les plus anciens témoignages écrits de l'humanité. Ils ne cherchent pas à séduire, ils cherchent à conserver, à transmettre une mémoire jugée essentielle, même si elle est fragmentaire, même si elle est difficile à interpréter. En lisant ces tablettes, on a l'impression d'un monde observé avec distance, presque avec fatigue. Les Anunnaki arrivent dans un contexte déjà complexe,
déjà chargés. Leur présence n'efface pas les problèmes, elle en crée de nouveaux. Elle oblige à repenser la place de chacun, humain compris. Cette complexité est acceptée, non dramatisée. Plus on avance dans les textes, plus il devient clair que l'arrivée des Anunnaki est indissociable d'une question centrale, celle de la gestion, de la charge, du travail nécessaire pour maintenir l'ordre du monde. Les récits commencent à évoquer une tension croissante, une lassitude, une limite atteinte. Ce qui a été mis en place fonctionne, mais au prix d'un effort constant. C'est dans cette tension que se prépare la suite. Les Anunnaki, confrontés à la réalité matérielle de la Terre, vont chercher une solution durable, une manière de déléguer, d'alléger, de stabiliser. L'arrivée, décrite sans ciel ni feu, n'était que le prélude. Ce qui va suivre engage des transformations plus profondes, qui toucheront directement la nature même de l'humanité et redéfiniront, pour longtemps, la relation entre ceux qui décident et ceux qui exécutent. À partir du moment où les Anunnaki sont pleinement installés, les textes sumériens changent subtilement de focalisation. La Terre n'est plus seulement un lieu d'intervention ponctuelle. Elle devient un espace observé, évalué, découpé, un territoire au sens le plus concret du terme. Les récits abandonnent presque entièrement toute référence à une dimension sacrée du paysage. Les montagnes, les fleuves, les plaines fertiles sont décrits pour ce qu'ils offrent et pour les contraintes qu'ils imposent. Le monde est lu comme une surface active, jamais neutre, toujours à gérer. Les tablettes évoquent une attention constante portée au cycle naturel. Les crues ne sont pas perçues comme des manifestations divines, mais comme des phénomènes à anticiper. Les saisons ne sont pas célébrées, elles sont surveillées. Les terres sont classées selon leur rendement, leur stabilité, leur vulnérabilité. Cette approche méthodique suggère que la Terre est intégrée dans un système d'exploitation réfléchi et non idéalisé. Les Anunnaki, dans ce contexte, apparaissent comme des observateurs stratégiques. Ils ne sont pas omniprésents. Ils délèguent, collectent des informations, ajustent leurs décisions en fonction de données accumulées sur de longues périodes. Les textes laissent entendre une forme de cartographie mentale, sinon écrite, du territoire. Des zones sont privilégiées, d'autres évitées. Certaines régions sont aménagées en priorité, d'autres laissées en marge. Cette lecture territoriale de la Terre implique une distance. Les Anunnaki ne semblent pas liés émotionnellement au lieu. Ils n'évoquent ni attachement, ni nostalgie. Les espaces sont évalués pour leur utilité, leur potentiel, leur coût. Cette froideur apparente n'est jamais justifiée. Elle est simplement constatée. Elle contraste fortement avec la relation que les communautés humaines entretiennent avec leur environnement, souvent fondée sur la continuité et la mémoire. Les textes suggèrent que cette différence de perception est source de tensions silencieuses. Les humains vivent dans les lieux. Les Anunnaki les administrent. Les premiers subissent les conséquences immédiates des décisions prises par les seconds. Les tablettes ne décrivent pas de conflit ouvert à ce stade, mais elles laissent transparaître une asymétrie profonde dans la manière de concevoir l'espace et le temps. La Terre est aussi observée comme un ensemble de ressources. L'eau, la terre fertile, les matériaux extraits du sol sont mentionnés avec précision. Les textes évoquent des efforts soutenus pour canaliser, extraire, transformer. Ces activités sont présentées comme nécessaires, mais éprouvantes. Elles demandent une organisation rigoureuse, une main-d'œuvre constante, une surveillance continue. Le territoire, loin d'être passif, résiste. Cette résistance est un thème récurrent. Les fleuves débordent malgré les aménagements. Les terres s'appauvrissent. Les infrastructures se dégradent. Les Anunnaki doivent constamment ajuster leurs plans. Cette lutte contre l'instabilité du monde matériel est décrite sans dramatisation, mais avec une insistance qui révèle son importance. Le territoire n'est jamais pleinement maîtrisé. Dans cette gestion permanente, les Anunnaki apparaissent eux-mêmes soumis à des contraintes. Ils ne disposent pas d'une liberté totale. Les textes évoquent des obligations, des attentes venues d'un niveau supérieur, rarement explicitées. Les décisions prises sur Terre semblent répondre à des impératifs plus vastes, comme si le territoire faisait partie d'un ensemble plus large, intégré à une logique qui dépasse même ceux qui l'administrent. Cette impression est renforcée par la manière dont certaines régions sont décrites comme stratégiques. Les tablettes mentionnent des lieux choisis pour des raisons précises, liées à ce qu'ils contiennent ou à ce qu'ils permettent. Rien n'est laissé au hasard. La Terre est lue comme une carte fonctionnelle où chaque zone a un rôle potentiel.
Cette vision utilitaire contraste avec l'absence quasi totale de réflexion sur les conséquences à long terme pour les populations humaines. Les humains, dans ces récits, sont souvent décrits comme des éléments du territoire eux-mêmes. Ils sont comptés, déplacés, affectés à des tâches en fonction des besoins. Leur relation à la Terre est intime, mais leur statut dans l'organisation globale les rapproche d'une ressource parmi d'autres. Cette déshumanisation progressive n'est jamais formulée explicitement, mais elle transparaît dans le vocabulaire utilisé. Les Anunnaki ne semblent pas ignorer cette réalité. Certains textes évoquent des débats internes, des désaccords sur la manière de gérer le territoire et ceux qui y vivent. Ces discussions sont rapportées de manière indirecte, souvent fragmentaire. Elles suggèrent que l'administration de la Terre n'est pas un processus harmonieux, mais un équilibre instable entre efficacité et contrainte. La Terre, observée comme un territoire, devient aussi un lieu d'expérimentation. Les textes laissent entendre des essais, des ajustements, parfois des échecs. Certaines méthodes sont abandonnées, d'autres sont renforcées. Cette approche expérimentale implique une temporalité longue, une patience qui contraste avec l'urgence ressentie par ceux qui vivent les conséquences immédiates de ces décisions. Ce regard extérieur sur la Terre produit une transformation profonde de son organisation. Les paysages changent, les cours d'eau sont modifiés, les zones habitées se densifient ou se déplacent. Les textes n'expriment aucune nostalgie pour un état antérieur. Le changement est accepté comme une donnée constante. Ce qui compte, c'est la stabilité fonctionnelle, non la préservation d'un passé idéalisé. À mesure que cette gestion territoriale s'intensifie, une limite devient évidente. Le système exige un effort continu, une présence constante. Les Anunnaki, malgré leur organisation, ressentent le poids de cette charge. Les textes commencent à évoquer une fatigue croissante, non seulement physique, mais structurelle. Le territoire demande plus qu'il ne donne. L'équilibre est fragile. Cette fatigue n'est pas décrite comme une faiblesse individuelle, mais comme une caractéristique du système lui-même. La Terre, en tant que territoire exploité, impose des contraintes que même une organisation avancée peine à absorber. Les décisions deviennent plus lourdes, les ajustements plus fréquents. Le coût de la gestion augmente. Dans ce contexte, la question de la délégation revient avec insistance. Les textes suggèrent que les Anunnaki commencent à envisager une redistribution plus radicale des tâches, non plus seulement une organisation différente du territoire, mais une modification de ceux qui l'habitent et le travaillent. Cette idée encore diffuse marque un tournant. La Terre, observée comme un territoire, cesse alors d'être seulement un espace à gérer. Elle devient un problème à résoudre, un système dont la complexité dépasse les capacités de ceux qui l'ont pris en charge. Les Anunnaki, confrontés à cette réalité, vont être amenés à repenser non seulement leur relation au monde, mais aussi la nature même des êtres chargés de le maintenir. Ce glissement prépare la suite, car à partir du moment où le territoire impose ses limites, la solution ne peut plus venir uniquement de l'organisation extérieure. Elle doit toucher à la structure interne du système. Et c'est dans cette tension silencieuse entre observation et épuisement que se dessine la décision la plus déterminante de toutes, celle qui transformera durablement la place de l'humanité dans l'ordre du monde. À un moment difficile à situer précisément dans les textes, mais perceptible par un changement de ton, une décision commence à prendre forme. Elle n'est pas annoncée, elle n'est pas proclamée. Elle se devine à travers des silences plus longs, des formulations prudentes, des récits qui contournent l'essentiel sans jamais le nommer directement. Les tablettes ne parlent pas d'un instant précis où tout bascule. Elles laissent plutôt apparaître une lente maturation, comme si l'idée avait circulé longtemps avant d'être acceptée. Les Anunnaki, confrontés à la charge croissante que représente la gestion de la Terre, ne réagissent pas dans l'urgence. Les textes suggèrent une période d'observation prolongée, durant laquelle les mêmes problèmes reviennent, toujours légèrement différents, jamais totalement résolus. Les aménagements fonctionnent, mais demandent une attention constante. Les ressources sont exploitées, mais leur extraction épuise ceux qui en ont la responsabilité. Le territoire tient, mais au prix d'un effort continu. Cette répétition est essentielle. Elle montre que la décision à venir n'est pas idéologique. Elle n'est pas motivée par un désir de domination ou de création spectaculaire. Elle naît d'un constat pragmatique. Le système tel qu'il est conçu atteint ses limites. Les Anunnaki, malgré leur organisation, malgré leur hiérarchie, ne peuvent pas tout maintenir indéfiniment. Il faut changer quelque chose de fondamental.
Les textes évoquent des assemblées, des moments où les entités supérieures se réunissent pour discuter de la situation. Ces scènes ne sont pas détaillées. Elles sont mentionnées presque en passant, comme des faits connus. Pourtant, leur répétition indique leur importance. Les décisions majeures ne sont pas prises individuellement. Elles émergent d'un consensus fragile, parfois contesté, toujours lourd de conséquences. Ce qui est frappant, c'est l'absence de langage moral dans ces délibérations. Il n'est jamais question de bien ou de mal. Les textes ne parlent pas de justice ni de faute. Ils évoquent des contraintes, des charges, des équilibres à maintenir. La décision qui se profile n'est pas présentée comme un choix éthique, mais comme une nécessité structurelle. Le monde doit continuer à fonctionner. Les Anunnaki semblent conscients de l'ampleur de ce qu'ils envisagent. Les formulations deviennent plus indirectes. Les verbes se font plus prudents. Il est question de modification, d'ajustement, de transformation. Jamais de rupture. Comme si le langage lui-même résistait à nommer clairement ce qui est en train de se décider. Cette retenue suggère une conscience aiguë des conséquences irréversibles. À ce stade, les humains apparaissent plus clairement dans les textes, mais toujours en arrière-plan. Ils sont mentionnés comme une présence constante, déjà intégrée au territoire, déjà engagée dans certaines tâches. Leur potentiel est observé, leur endurance est notée, leur capacité à se reproduire, à transmettre, à s'adapter est implicitement reconnue. Rien n'est encore formulé explicitement, mais le regard posé sur eux change. Les humains cessent progressivement d'être décrits uniquement comme des habitants du territoire. Ils deviennent des éléments du système, des agents possibles. Cette évolution est subtile, presque imperceptible. Elle se manifeste dans la manière dont les textes parlent du travail, de la fatigue, de la répétition. Ce qui épuise les Anunnaki semble être supporté, du moins en partie, par les communautés humaines, habituées à des conditions plus rudes. Les Anunnaki ne paraissent pas ignorer la différence de conditions entre eux et les humains. Cette différence n'est jamais niée. Elle est simplement intégrée au raisonnement. Les textes suggèrent que ce qui est insoutenable pour les uns peut être supportable pour les autres. Cette logique, froide et fonctionnelle, guide la réflexion. Elle ne cherche pas à être justifiée. Elle s'impose d'elle-même. La décision silencieuse prend alors la forme d'une question implicite. Comment redistribuer la charge sans effondrer l'ensemble ? Comment maintenir l'ordre sans s'épuiser ? Comment assurer la continuité du territoire sans une présence constante des Anunnaki à chaque niveau ? Les textes n'offrent pas de réponse immédiate. Ils laissent la tension s'installer comme si le monde lui-même attendait. Ce temps d'attente est important. Il montre que la décision n'est pas prise à la légère. Elle implique une transformation profonde de l'équilibre existant. Les Anunnaki savent que ce qu'ils envisagent modifiera durablement la relation entre eux et les humains. Une fois mise en place, cette nouvelle organisation ne pourra pas être facilement révoquée. Elle redéfinira les rôles, les responsabilités, les limites. Les textes laissent entendre que certains Anunnaki sont réticents. Des désaccords émergent. Ils ne sont jamais décrits en détail, mais leur existence est suggérée par des formules ambiguës, des décisions prises après de longues délibérations. Cette résistance interne renforce l'idée que la décision n'est pas évidente. Elle est le résultat d'un compromis, non d'une volonté unifiée. Dans cette phase, le silence est presque plus éloquent que les mots. Les tablettes disent peu, mais ce peu est lourd de sens. Elles montrent un monde suspendu, sur le point de basculer vers une nouvelle configuration. Les Anunnaki continuent à gérer, à observer, à maintenir l'ordre, mais quelque chose a changé. Leur regard n'est plus le même. Il est tourné vers l'avenir, vers une solution qui n'a pas encore de forme précise. Ce qui est remarquable, c'est que cette décision ne s'accompagne d'aucun rituel grandiose. Aucun texte ne décrit une proclamation solennelle. Il n'y a pas de cérémonie, pas de signe céleste. La transformation à venir est préparée dans le silence, dans la répétition des constats, dans l'accumulation des contraintes. Elle naît de la fatigue, non de l'ambition. Les humains, quant à eux, ne semblent pas conscients de ce qui se prépare. Les textes ne mentionnent aucune anticipation, aucune inquiétude. Ils continuent à vivre, à travailler, à transmettre. Cette asymétrie de perception est essentielle. La décision concerne leur avenir, mais elle est prise sans leur participation. Elle s'inscrit dans un cadre qui les dépasse totalement. À mesure que la réflexion progresse, une idée s'impose. Il ne suffit pas de déléguer davantage de tâches. Il faut créer une structure capable de supporter durablement la charge.
une structure intégrée au territoire, capable de se renouveler, de s'adapter, de fonctionner sans surveillance constante. Cette idée, encore vague, commence à orienter les choix. Les textes évoquent alors des tentatives, des discussions autour de solutions partielles. Rien n'est encore abouti, mais l'orientation est claire. Il s'agit de transformer la manière dont le travail est assuré sur Terre, non plus en augmentant la présence des Anunnaki, mais en modifiant ceux qui exécutent les tâches. Cette perspective marque une rupture conceptuelle majeure. La décision silencieuse n'est donc pas un moment, mais un processus. Un glissement progressif d'une gestion directe vers une gestion indirecte. Les Anunnaki, en reconnaissant leurs propres limites, ouvrent la voie à une transformation qui touchera à la nature même de l'humanité. Les textes, fidèles qu'à leur retenue habituelle, ne dramatisent pas ce tournant. Ils le laissent émerger lentement, presque malgré eux. À la fin de cette phase, une certitude s'installe. Le monde tel qu'il est ne peut pas continuer indéfiniment. Quelque chose doit changer, et ce changement ne concernera pas seulement l'organisation du territoire, mais la structure des êtres qui y vivent. La décision est prise, même si elle n'est pas encore formulée. Elle attend d'être mise en œuvre. C'est à partir de ce silence chargé que les textes vont commencer à décrire, avec une précision nouvelle, les étapes suivantes. La réflexion va céder la place à l'action. Les hypothèses vont devenir des projets. Et ce qui n'était encore qu'une idée prudente va se traduire par une intervention directe, aux conséquences durables, sur la relation entre les Anunnaki, la Terre et l'humanité elle-même. Lorsque les textes abordent enfin la nature précise de ce qui motive l'effort des Anunnaki, ils le font avec une sobriété presque dérangeante. Il n'est pas question de conquête ni de domination abstraite. Ce qui revient, de manière insistante, c'est la matière. Des substances extraites de la Terre, difficiles à obtenir, exigeant un travail constant. Parmi elles, l'or occupe une place particulière, non par sa valeur symbolique, mais par l'attention méthodique qui lui est accordée. Les tablettes évoquent des zones d'extraction, des lieux choisis pour leurs propriétés spécifiques. L'or n'est jamais présenté comme un objet de luxe. Il est traité comme une ressource nécessaire, intégrée à un ensemble de contraintes plus vastes. Les textes ne précisent pas son usage final. Ils se contentent de noter son importance, la rigueur avec laquelle il est recherché et la charge que représente son extraction. Cette retenue alimente les interrogations, mais elle impose aussi une lecture prudente. L'extraction de l'or est décrite comme une tâche pénible. Elle exige une présence continue, une organisation précise, une endurance qui semble dépasser ce que les Anunnaki sont prêts à supporter indéfiniment. Les textes évoquent une fatigue croissante, une lassitude qui n'est pas individuelle mais collective. Le travail se répète, les efforts s'accumulent et la satisfaction semble toujours différer. La Terre offre ce qui est recherché, mais au prix d'un labeur incessant. La boue, mentionnée à plusieurs reprises, apparaît comme l'autre face de cette réalité matérielle. Elle est omniprésente dans les récits. Elle colle au corps, ralentit les gestes, rend chaque tâche plus lourde. La boue n'est pas décrite comme un symbole. Elle est une contrainte physique, un élément avec lequel il faut composer. Elle incarne la résistance du monde matériel à toute tentative d'organisation parfaite. Les Anunnaki, habitués à un autre ordre, semblent particulièrement affectés par cette confrontation prolongée avec la matière terrestre. Les textes laissent entendre que ce travail les épuise, non seulement par son intensité, mais par sa répétition. La fatigue devient un thème central, presque un moteur narratif. Elle justifie les débats, les hésitations, les décisions à venir. Sans cette fatigue, rien ne changerait. Cette lassitude n'est pas présentée comme une faiblesse morale. Elle est une donnée du système. Les Anunnaki ne sont pas conçus pour ce type de travail prolongé. Leur rôle initial ne semble pas inclure l'exploitation directe et continue des ressources terrestres. Les textes suggèrent un décalage entre leur nature et les exigences de la Terre. Ce décalage devient insupportable à mesure que les besoins augmentent. Les humains, dans ce contexte, apparaissent de plus en plus clairement comme des figures de contraste. Habitués à la boue, au travail répétitif, à l'effort physique, ils supportent ce que les Anunnaki peinent à endurer. Les textes ne formulent pas cette comparaison de manière explicite, mais elle est implicite dans la manière dont les tâches sont décrites. Là où les Anunnaki se plaignent, les humains continuent. Les récits évoquent même de façon indirecte une révolte parmi les Anunnaki, une contestation de l'ordre établi, née de l'épuisement. Cette révolte n'est pas violente. Elle se manifeste par des refus, des plaintes, des rassemblements.
Les Anunnaki expriment leur fatigue, leur ras-le-bol face à un travail qui ne semble jamais finir. Cette scène, rapportée avec une grande retenue, est l'une des plus humaines de l'ensemble des textes. Cette fatigue collective pousse à une réévaluation des priorités. Les Anunnaki ne remettent pas en question la nécessité de l'or. Ils ne cherchent pas à abandonner la Terre. Ce qui est remis en cause, c'est la manière dont le travail est réparti. Les textes suggèrent que l'extraction de l'or est indispensable à un équilibre qui dépasse la Terre elle-même. Ce besoin n'est jamais expliqué, mais il est traité comme une évidence. L'absence d'explication sur l'usage de l'or est l'un des aspects les plus troublants de ces récits. Les scribes ne jugent pas nécessaire de préciser pourquoi cette matière est si importante. Ils se contentent de noter qu'elle l'est. Cette économie de mots suggère que l'utilité de l'or était connue de ceux pour qui les textes étaient destinés. Ce qui nous échappe aujourd'hui ne leur posait pas question. La boue, en revanche, est décrite avec insistance. Elle ralentit l'extraction, complique les opérations, accentue la fatigue. Elle est le rappel constant que la Terre n'est pas un environnement docile. Chaque tentative d'organisation se heurte à sa matérialité. Les Anunnaki, malgré leur statut, ne peuvent pas s'en abstraire. Ils doivent y faire face, jour après jour. Cette confrontation prolongée avec la matière transforme leur regard. Les textes laissent entendre une forme de désenchantement. La Terre, initialement perçue comme un territoire à gérer, devient un fardeau. Les ressources qu'elle offre exigent trop. Le coût humain, ou plutôt Anunnaki, devient trop élevé. Cette prise de conscience alimente la recherche d'une solution plus radicale. Les discussions internes prennent alors une nouvelle direction. Il ne s'agit plus seulement de déléguer certaines tâches, mais de repenser entièrement la chaîne de travail. Les Anunnaki envisagent la création d'un intermédiaire capable de supporter la boue, la répétition, l'effort. Un être qui pourrait accomplir ce travail sans se révolter, sans remettre en cause l'ordre établi. Cette idée encore implicite commence à structurer les récits. Les humains, déjà présents, déjà actifs, apparaissent comme une base possible. Les textes ne parlent pas encore de création, mais d'adaptation, de transformation. Il s'agit de modifier ce qui existe, non d'inventer ex nihilo. Cette approche pragmatique est cohérente avec l'ensemble des récits. Les Anunnaki ne créent que lorsqu'ils y sont contraints. La fatigue des cieux, exprimée à travers ces textes sobres, est donc un élément clé. Elle humanise les Anunnaki sans les idéaliser. Elle les montre pris dans un système qu'ils ont contribué à mettre en place, mais qu'ils ne contrôlent plus entièrement. Cette fatigue est le moteur d'une transformation majeure, qui ne sera pas présentée comme un acte de générosité, mais comme une solution fonctionnelle. À mesure que les textes avancent, la pression s'intensifie. Les plaintes se multiplient, les décisions se rapprochent. La boue continue de coller aux mains, l'or continue d'exiger des efforts. Le système atteint un point de rupture. Les Anunnaki ne peuvent plus continuer ainsi. Quelque chose doit changer, et ce changement ne peut plus être différé. C'est dans ce contexte de lassitude profonde que les récits vont aborder, avec une précision nouvelle, l'idée de créer un être capable de porter le poids du travail terrestre. Une solution qui soulagera les Anunnaki, stabilisera l'exploitation des ressources et redéfinira durablement la place de l'humanité. La fatigue des cieux n'est pas une fin. Elle est le prélude à une intervention décisive, dont les conséquences se feront sentir bien au-delà de l'extraction de l'or. Lorsque les textes sumériens abordent enfin ce qui deviendra l'un des récits les plus commentés de l'histoire ancienne, ils le font sans emphase particulière. La création de l'homme n'est pas présentée comme un acte sacré, ni comme une révélation lumineuse, elle apparaît comme une réponse, une solution à un problème devenu trop lourd pour être ignoré. Le ton reste constant, presque administratif, comme si ce moment décisif n'était qu'une étape logique dans une suite de décisions déjà amorcées. Les Anunnaki, épuisés par la gestion directe de la Terre et par l'extraction incessante des ressources, en arrivent à une conclusion simple. Le travail doit être transféré, non pas réparti autrement entre eux, mais confié à un être capable de l'assumer durablement. Cette idée n'est pas formulée en termes de création spirituelle, mais de fonctionnalité. Il s'agit de concevoir un être adapté aux contraintes du monde matériel. Les textes décrivent ce processus comme un ajustement du vivant existant. Il n'est jamais question de créer à partir de rien. La matière est déjà là. La Terre fournit les éléments nécessaires. La boue, omniprésente dans les récits précédents, devient ici centrale. Elle n'est pas chargée de symbolisme poétique. Elle est simplement décrite comme le matériau de base, malléable, disponible, compatible avec le monde terrestre. La participation des Anunnaki à ce processus est collective.
Aucun individu ne s'approprie l'acte de création. Les décisions sont prises en assemblée. Les responsabilités sont partagées. Cette dimension collective renforce l'idée que la création de l'homme n'est pas un geste impulsif, mais le résultat d'une réflexion prolongée. Chaque étape semble peser, discuter, ajuster. Les textes évoquent également l'intervention d'entités spécifiques associées à la connaissance du vivant. Leur rôle n'est pas de donner une âme au sens spirituel, mais de maîtriser les mécanismes nécessaires pour rendre cet être fonctionnel. Le vocabulaire utilisé suggère une compréhension fine des processus naturels, même si ces processus ne sont jamais détaillés. L'essentiel n'est pas le comment, mais le résultat attendu. L'homme est conçu pour travailler. Cette finalité est clairement exprimée, sans détour. Les textes ne cherchent pas à la dissimuler. Le nouvel être doit porter le fardeau qui écrase les Anunnaki. Il doit être capable de supporter la répétition, la fatigue, la boue, sans se révolter. Cette fonction première structure l'ensemble du récit. Elle définit la place de l'homme dans l'ordre du monde dès son origine. Pourtant, les textes suggèrent aussi une forme de précaution. L'homme ne doit pas être trop semblable aux Anunnaki. Il ne doit pas partager pleinement leurs connaissances, ni leur longévité, ni leur capacité de décision. Des limites sont implicitement posées. Elles ne sont pas justifiées moralement. Elles sont intégrées comme des paramètres nécessaires au bon fonctionnement du système. Cette limitation volontaire est l'un des aspects les plus troublants du récit. Elle suggère une conscience aiguë des risques liés à une création trop proche de ses créateurs. L'homme doit être suffisamment compétent pour accomplir ses tâches, mais pas au point de remettre en cause l'ordre établi. Cette tension traverse l'ensemble des textes, sans jamais être explicitement discutée. Les premiers hommes, tels qu'ils apparaissent dans ces récits, ne sont pas idéalisés. Ils ne sont ni sages, ni purs, ni élus. Ils sont fonctionnels. Leur valeur est mesurée à leur capacité à travailler, à obéir, à maintenir l'équilibre du territoire. Cette vision, profondément pragmatique, contraste fortement avec les interprétations ultérieures qui verront dans la création de l'homme un acte d'amour ou de bienveillance divine. Les textes évoquent aussi une phase d'ajustement. Les premières tentatives ne semblent pas entièrement satisfaisantes. Des corrections sont apportées, des modifications sont envisagées. Cette idée d'expérimentation renforce l'impression que la création de l'homme est un processus, non un événement unique. Les Anunnaki testent, observent, corrigent. Le vivant est malléable, mais exige une attention constante. La relation entre les Anunnaki et les premiers hommes est décrite avec une certaine distance. Il n'y a pas de proximité affective. Les interactions sont fonctionnelles, les hommes reçoivent des instructions, accomplissent des tâches, assurent la continuité du travail. En retour, ils sont entretenus, nourris, protégés. Cette relation contractuelle implicite structure l'ensemble du système. Les textes laissent entendre que cette solution apporte un soulagement immédiat. La charge des Anunnaki diminue. L'exploitation des ressources devient plus stable. Le territoire est maintenu avec moins d'efforts directs. Cette réussite renforce la légitimité de la décision. Elle confirme que la création de l'homme répond effectivement au problème initial. Mais cette stabilité a un coût. En créant un être destiné au travail, les Anunnaki introduisent une nouvelle complexité dans l'ordre du monde. Les hommes se multiplient. Ils occupent de plus en plus d'espace. Ils développent leur propre dynamique. Les textes n'ignorent pas cette évolution. Ils la notent, parfois avec une certaine inquiétude, mais sans la remettre en cause. L'homme, conçu comme solution, devient progressivement un facteur à part entière du système. Il n'est plus seulement un outil. Il est une présence durable, capable de transmettre, de s'organiser, de produire. Cette évolution n'était peut-être pas entièrement anticipée. Les textes laissent entendre une forme de surprise face à la capacité des hommes à s'adapter et à croître. Cette croissance pose de nouvelles questions. Comment contrôler ce qui a été créé? Comment maintenir les limites initialement posées? Comment éviter que l'homme n'accède à des niveaux de connaissance ou de pouvoir qui perturberaient l'équilibre? Ces interrogations ne sont pas encore centrales, mais elles commencent à apparaître en filigrane. La création de l'homme présentée comme une solution n'est donc pas une fin. Elle est le début d'une nouvelle phase. Une phase où les Anunnaki doivent gérer non seulement un territoire et des ressources, mais aussi une population en expansion. Les textes, fidèles à leur retenue, ne dramatisent pas cette situation. Ils la consignent, conscients que chaque solution engendre de nouveaux défis. À ce stade, l'équilibre semble tenu. Les Anunnaki sont soulagés. Les hommes travaillent.
la Terre est exploitée de manière plus efficace. Mais cette apparente stabilité repose sur des choix précis, des limites imposées, des silences maintenus. Elle dépend d'un contrôle constant, même s'il est désormais indirect. Les textes suggèrent que cette configuration ne pourra pas rester inchangée indéfiniment. L'homme, même conçu comme solution, n'est pas figé. Il évolue, il observe, il apprend. Et cette capacité d'adaptation, initialement perçue comme un avantage, pourrait devenir une source de déséquilibre. Ainsi, la création de l'homme, loin d'être un aboutissement, ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre où les Anunnaki devront composer avec les conséquences de leurs propres décisions. Ce qui a été conçu pour soulager pourrait à terme exiger une nouvelle intervention. Et c'est dans cette tension silencieuse entre solution et imprévu que les récits sumériens poursuivent leur exploration d'un monde où chaque équilibre est provisoire. À partir du moment où l'homme est intégré comme solution fonctionnelle, les textes sumériens opèrent un glissement presque imperceptible. Le nouvel être n'est plus seulement décrit par son origine, mais par les limites qui lui sont imposées. Ces limites ne sont jamais formulées comme des interdictions explicites. Elles apparaissent dans ce qui n'est pas transmis, dans ce qui reste réservé, dans ce qui est volontairement maintenu hors de portée. L'homme est présent, actif, indispensable, mais il n'est pas destiné à saisir l'ensemble du système auquel il participe. Les récits montrent une humanité conçue pour agir dans le monde matériel, non pour en interroger les fondements. Le travail est central. La répétition, l'endurance, l'obéissance structurent son quotidien. Les textes n'expriment aucun mépris pour cette condition. Ils la décrivent comme une donnée. L'homme accomplit ce pour quoi il a été façonné, et cette adéquation entre fonction et capacité est présentée comme un équilibre acceptable. Ce qui distingue l'homme des Anunnaki n'est pas seulement une différence de statut, mais une différence d'accès à la connaissance. Les textes suggèrent que certains savoirs existent, circulent, sont utilisés, mais ne sont jamais transmis aux humains. Cette rétention n'est pas justifiée. Elle est intégrée au fonctionnement du monde. Comprendre n'est pas nécessaire pour accomplir la tâche. Savoir trop pourrait même devenir un obstacle. Les Anunnaki conservent la maîtrise des décisions globales. Ils observent, évaluent, corrigent. Les hommes exécutent. Cette séparation est nette, mais elle n'est pas présentée comme conflictuelle. Les textes ne mentionnent aucune revendication humaine à ce stade. L'ordre établi semble accepté, peut-être parce qu'il correspond à une vision du monde où chacun occupe une place définie. Pourtant, cette absence de compréhension totale n'implique pas une absence d'intelligence. Les hommes apprennent, transmettent, développent des savoir-faire. Ils maîtrisent les gestes, les rythmes, les techniques nécessaires à leur travail. Ils connaissent la terre intimement. Ils savent lire les signes du sol, des eaux, des saisons. Leur connaissance est locale, incarnée, liée à l'expérience directe. Ce savoir pratique est valorisé, mais il reste distinct de la connaissance stratégique détenue par les Anunnaki. Les textes établissent une frontière claire entre ces deux niveaux. L'un est nécessaire au fonctionnement quotidien, l'autre est réservé à ceux qui administrent l'ensemble. Cette distinction structure la relation entre les deux groupes, sans jamais être explicitement formulée comme une hiérarchie morale. Les hommes sont également décrits comme des êtres de courte durée. Leur existence est limitée, mesurée, inscrite dans des cycles rapides. Cette brièveté contraste avec la temporalité des Anunnaki, qui semblent évoluer sur des échelles beaucoup plus longues. Cette différence de durée renforce la séparation des rôles. L'homme agit dans l'instant. Les Anunnaki planifient sur le long terme. Les textes laissent entendre que cette limitation temporelle n'est pas accidentelle. Elle fait partie des paramètres initiaux. Un être qui ne dure pas trop longtemps n'accumule pas un excès de mémoire ni de pouvoir. Il transmet des gestes, des récits fragmentaires, mais pas une vision globale. Cette fragmentation de l'expérience humaine contribue à maintenir l'équilibre du système. La transmission humaine, telle qu'elle apparaît dans les textes, est essentiellement orale, pratique, communautaire. Elle porte sur ce qui est nécessaire pour vivre et travailler. Les grands récits, les décisions cosmiques, les débats entre Anunnaki ne font pas partie de ce patrimoine. Ils restent confinés à un autre niveau, consignés partiellement dans les tablettes, mais rarement expliqués aux hommes. Cette séparation crée un monde à deux vitesses. L'un visible, tangible, fait de champs, de canaux, de travail quotidien. L'autre invisible, décisionnel, distant, où se jouent des choix aux conséquences durables. Les hommes vivent dans le premier. Les Anunnaki évoluent dans le second. Les textes n'indiquent pas que cette structure soit perçue comme injuste.
elle est simplement décrite comme fonctionnelle. Cependant, des indices suggèrent que cette configuration n'est pas entièrement stable. Les hommes, même sans accès à la connaissance globale, observent. Ils remarquent des régularités, des anomalies. Ils développent des récits pour donner sens à ce qu'ils ne comprennent pas. Ces récits, transmis oralement, commencent à prendre une forme symbolique. Ils ne remettent pas en cause l'ordre établi, mais ils en proposent une interprétation. Cette stratégie est subtile. Elle ne repose pas sur la répression, mais sur la gestion de l'information. Les hommes ne sont pas empêchés de penser. Ils sont orientés vers des explications compatibles avec leur rôle. Le sens est donné sous une forme qui n'interfère pas avec le fonctionnement du système. Cette médiation symbolique deviendra, plus tard, l'un des fondements des religions. À ce stade des récits, cependant, cette évolution est encore discrète. L'homme reste principalement un acteur du monde matériel. Son rapport aux Anunnaki est indirect, souvent médiatisé par des représentants, des signes, des instructions. La distance est maintenue, non par la force, mais par la structure même de la relation. Les textes ne décrivent aucune tentative humaine de franchir cette frontière, mais ils suggèrent que la capacité d'observation, d'apprentissage, d'adaptation de l'homme est plus grande que prévu. Les communautés se développent, les techniques s'affinent, les organisations sociales se complexifient. Cette croissance n'est pas perçue comme une menace immédiate, mais elle est notée. L'homme, conçu pour travailler, commence aussi à réfléchir, même si cette réflexion reste ancrée dans le quotidien. Il se pose des questions sur l'origine, sur l'ordre, sur les forces invisibles qui orientent sa vie. Ces questions ne sont pas consignées dans les tablettes officielles, mais elles laissent des traces indirectes dans les mythes naissants, dans les pratiques, dans les récits fragmentaires. Les Anunnaki, en maintenant une distance, cherchent à préserver l'équilibre initial. Mais cet équilibre repose sur une hypothèse implicite, que l'homme, limité dans sa compréhension, restera dans le cadre qui lui a été assigné. Les textes ne disent pas si cette hypothèse est partagée par tous les Anunnaki. Ils la présentent comme une donnée, non comme une certitude. Cette tension entre capacité et limitation devient progressivement plus visible. L'homme est capable de beaucoup, mais il n'est pas censé tout comprendre. Cette dissociation est fragile. Elle exige une surveillance continue, même indirecte. Les textes laissent entendre que certains ajustements sont nécessaires pour maintenir cette séparation. Le travail, initialement pensé comme une solution, devient aussi un moyen de canalisation. L'effort constant laisse peu de place à la remise en question. L'occupation du corps limite l'exploration de l'esprit. Cette logique n'est jamais formulée explicitement, mais elle traverse les récits comme une évidence tacite. Pourtant, malgré ses limites, quelque chose échappe au contrôle. L'homme développe une mémoire collective. Il raconte, il interprète, il cherche du sens là où il n'a accès qu'aux effets. Cette quête n'est pas encouragée, mais elle n'est pas non plus totalement empêchée. Elle se développe dans les interstices, dans les silences laissés par les textes. À mesure que cette dynamique s'installe, les Anunnaki se trouvent face à une nouvelle réalité. La solution qu'ils ont mise en place fonctionne, mais elle génère des effets secondaires. L'homme, même conçu pour travailler, n'est pas une simple extension du territoire. Il est un être vivant, capable de relations, de transmission, d'imagination. Les textes n'en sont encore qu'aux prémices de cette prise de conscience. Ils notent des faits, des évolutions, sans en tirer de conclusions définitives. Mais le ton change légèrement. Il devient plus attentif, plus prudent. Comme si les Anunnaki commençaient à percevoir que la frontière entre agir et comprendre n'est jamais totalement étanche. Ce qui se prépare alors n'est pas une rupture immédiate, mais une nouvelle phase d'observation. Les hommes continuent à travailler. Les Anunnaki continuent à décider. L'équilibre tient encore. Mais sous cette stabilité apparente, une question silencieuse commence à émerger. Jusqu'où peut-on limiter la compréhension d'un être capable d'apprendre ? C'est cette question, encore non formulée, qui va progressivement orienter les récits suivants. Car à partir du moment où l'homme commence à observer au-delà de sa tâche, l'ordre établi ne peut plus reposer uniquement sur la fonction. Il doit intégrer la possibilité du changement. Et cette possibilité, même contenue, va conduire à de nouvelles décisions, plus complexes, qui redéfiniront encore une fois la relation entre les Anunnaki et l'humanité. À mesure que les hommes accomplissent les tâches pour lesquelles ils ont été façonnés, un phénomène discret mais profond commence à s'installer. Les textes ne le soulignent pas comme une rupture. Ils le notent presque à contre-cœur, comme un fait parmi d'autres.
Les hommes cessent progressivement d'être de simples exécutants dispersés sur le territoire. Ils se regroupent, ils s'organisent, ils bâtissent. Les premières villes apparaissent non comme des miracles, mais comme des nécessités. Ces villes ne naissent pas d'un désir esthétique ou symbolique. Elles répondent à des contraintes pratiques. Le travail doit être coordonné, les ressources doivent être stockées, les flux doivent être régulés. Les textes décrivent des centres où les activités se concentrent, où les décisions locales sont prises, où les surplus sont gérés. Ces lieux deviennent des points fixes dans un monde encore largement instable. Les Anunnaki observent cette évolution avec attention. Les villes facilitent la gestion du territoire. Elles rendent le travail plus efficace. Elles permettent une transmission plus rapide des instructions. À ce stade, elles apparaissent comme une extension logique de la solution mise en place. Les hommes organisés en communautés structurées sont plus faciles à administrer que des groupes dispersés. Pourtant, ces villes introduisent aussi quelque chose de nouveau. Elles créent une mémoire collective plus dense. Les hommes vivent plus proches les uns des autres. Ils partagent des récits, des pratiques, des observations. Les expériences individuelles se croisent, se renforcent. Ce qui était autrefois fragmentaire commence à prendre une forme plus cohérente. Les textes n'emploient pas le mot « histoire », mais ils décrivent les conditions de son émergence. Les villes deviennent des lieux de transmission. Les gestes sont codifiés. Les savoir-faire sont enseignés. Les responsabilités sont réparties. Cette structuration interne ne provient pas directement des Anunnaki. Elle émerge des besoins humains eux-mêmes. Les textes laissent entendre que cette organisation locale dépasse parfois ce qui avait été prévu initialement. Elle n'est pas encouragée explicitement, mais elle est tolérée. Dans ces centres urbains naissants, une distinction commence à apparaître entre ceux qui travaillent la terre et ceux qui organisent le travail. Des figures intermédiaires émergent. Elles ne sont pas des Anunnaki, mais elles ne sont plus de simples exécutants. Elles gèrent, coordonnent, interprètent. Cette médiation humaine modifie subtilement l'équilibre initial. Les Anunnaki semblent conscients de cette évolution. Les textes évoquent une délégation accrue vers ces figures locales. Les instructions passent par des relais, les décisions sont traduites en règles compréhensibles. Cette distance supplémentaire permet aux Anunnaki de se retirer davantage de la gestion quotidienne tout en conservant le contrôle global. Le système gagne en autonomie. Mais cette autonomie a un prix. Plus les villes se structurent, plus elles développent leur propre logique. Les besoins locaux ne correspondent pas toujours aux objectifs globaux. Les tensions apparaissent. Elles ne sont pas encore des conflits ouverts, mais des frictions. Les textes mentionnent des ajustements, des rappels à l'ordre, des réorganisations ponctuelles. Les villes sont aussi des lieux où le temps change de nature. Le cycle quotidien du travail s'inscrit désormais dans une continuité plus longue. Les constructions durent, les murs restent, les générations se succèdent dans les mêmes espaces. Cette permanence modifie la perception humaine du monde. Le passé devient visible. Il s'inscrit dans la pierre, dans l'agencement des lieux. Cette matérialisation du temps est un tournant silencieux. Les hommes commencent à se souvenir autrement. Ils ne se contentent plus de transmettre des gestes. Ils transmettent des récits liés à des lieux précis. Les villes deviennent des repères mémoriels. Les textes n'en font pas l'éloge, mais ils notent leur importance croissante dans l'organisation du territoire. Les Anunnaki, en observant ces développements, ajustent leur stratégie. Les villes deviennent des points de contact privilégiés. Elles facilitent la collecte, la redistribution, la surveillance. Elles permettent une gestion plus abstraite du territoire. Les Anunnaki n'ont plus besoin d'être présents partout, ils peuvent intervenir à des moments clés depuis des centres définis. Cependant, cette centralisation humaine renforce aussi la capacité des hommes à s'organiser entre eux. Les décisions locales gagnent en cohérence. Les communautés développent des règles internes, des hiérarchies, des traditions. Les textes suggèrent que cette complexification n'était pas entièrement anticipée. Elle ne remet pas encore en cause l'ordre global, mais elle en modifie les contours. Les villes deviennent également des lieux où le symbolique commence à se développer. Les hommes cherchent à donner sens à leur organisation. Des récits circulent pour expliquer l'origine des lieux, des règles, des autorités. Ces récits s'appuient sur des fragments de mémoire liés aux Anunnaki, mais ils les transforment. Ils les rendent plus accessibles, plus compréhensibles, parfois plus rassurants. Cette transformation du récit est significative. Elle marque le passage d'une mémoire fonctionnelle à une mémoire interprétative. Les hommes ne se contentent plus de faire,
ils racontent, ils expliquent, ils cherchent des causes, des intentions. Cette quête de sens n'est pas encouragée explicitement par les Anunnaki, mais elle n'est pas non plus empêchée. Elle se développe dans les interstices du système. Les textes ne décrivent pas de réaction immédiate face à cette évolution. Les Anunnaki continuent à observer. Les villes remplissent leur rôle. Le travail est accompli. Le territoire est maintenu. L'équilibre semble toujours fonctionnel. Pourtant, une nouvelle dynamique est en place. Les hommes, réunis en ville, développent une conscience collective plus dense. Cette conscience ne se traduit pas encore par une remise en question de l'ordre établi. Elle s'exprime à travers des pratiques, des rituels, des récits locaux. Les villes deviennent des foyers de culture, même si ce mot n'est jamais employé. Les textes notent cette évolution avec une neutralité prudente, comme s'ils en reconnaissaient l'importance sans en mesurer pleinement les conséquences. Les Anunnaki semblent tirer avantage de cette structuration. Les villes facilitent la gestion indirecte, elles permettent une stabilité accrue. Mais elles créent aussi une distance nouvelle. Les Anunnaki deviennent moins visibles, leur présence se fait plus abstraite. Les décisions descendent sous forme de règles, de lois, de prescriptions, plutôt que d'interventions directes. Cette abstraction modifie la perception humaine des Anunnaki. Ils cessent progressivement d'être perçus comme des agents présents. Ils deviennent des figures lointaines, associées à l'origine, à l'autorité ultime. Cette transformation est lente, mais elle est profonde. Elle prépare le terrain à une séparation plus nette entre le monde des hommes et celui des dieux. Les villes avant l'histoire sont donc des lieux de transition. Elles ne sont pas encore des cités mythiques, ni des centres de pouvoir autonomes. Elles sont des espaces où l'ordre imposé commence à être interprété, adapté, transmis autrement. Elles rendent possible une continuité humaine indépendante de la présence constante des Anunnaki. À mesure que ces villes se multiplient, le monde devient plus dense, plus interconnecté. Les échanges augmentent, les comparaisons se font, les différences apparaissent. Cette diversité interne n'est pas problématique en soi, mais elle complexifie la gestion globale. Les Anunnaki doivent composer avec des réalités locales de plus en plus variées. Les textes laissent entendre que cette complexité sera bientôt un enjeu central. Les villes, en structurant la mémoire humaine, en densifiant les relations, en stabilisant les communautés, ouvrent la voie à une nouvelle étape. Une étape où les hommes ne seront plus seulement des travailleurs organisés, mais des acteurs porteurs d'une histoire propre. Ce passage, encore discret, marque une inflexion décisive. Car à partir du moment où l'homme commence à s'inscrire dans la durée à travers des villes, il devient plus difficile de le considérer uniquement comme une solution fonctionnelle. Les Anunnaki, même s'ils ne le formulent pas encore, se trouvent face à une réalité nouvelle. La solution qu'ils ont créée évolue, s'enracine et commence à produire ses propres dynamiques. C'est dans ce contexte que les textes vont aborder la question du pouvoir, de la durée et de ceux qui, au sein des villes, vont être choisis pour servir de relais entre les humains et les Anunnaki. Une étape où l'histoire, sans encore porter ce nom, commence à prendre forme dans l'ombre des premières cités. Lorsque les textes sumériens commencent à évoquer la figure du roi, ils le font sans solennité excessive. Le pouvoir n'apparaît pas comme une conquête humaine, mais comme une fonction confiée. Les rois ne surgissent pas du peuple. Ils sont désignés. Leur autorité ne repose pas sur la force, mais sur un lien direct avec l'ordre établi par les Anunnaki. Cette origine particulière marque dès le départ une séparation entre gouverner et vivre. Les premières listes royales sont révélatrices. Elles ne racontent pas des règnes glorieux ni des exploits militaires. Elles énumèrent des noms, des durées, des successions. Ce qui frappe, ce sont ces durées. Certaines dépassent de loin l'échelle humaine ordinaire. Les rois semblent régner pendant des périodes qui échappent à toute expérience commune. Les textes ne s'en étonnent pas. Ils le notent, simplement. Cette absence de commentaires est essentielle. Elle suggère que ces durées n'étaient pas perçues comme impossibles, ni même comme exceptionnelles. Elles faisaient partie d'un cadre accepté. Les rois de cette époque ne sont pas décrits comme des hommes ordinaires. Ils occupent une position intermédiaire, à la frontière entre l'humain et l'ordre des Anunnaki. Leur longévité est le signe visible de cette proximité. Les villes déjà établies trouvent dans ces rois un point de stabilité. Ils incarnent la continuité. Leur présence prolongée permet une gestion cohérente sur plusieurs générations humaines. Les décisions ne sont pas constamment remises en question. L'ordre reste lisible.
Cette stabilité est bénéfique au système tel qu'il a été conçu. Elle réduit les frictions, limite les adaptations imprévues. Les textes laissent entendre que ces rois ne gouvernent pas seuls. Ils reçoivent des instructions. Ils servent de relais. Leur rôle n'est pas d'innover, mais de maintenir. Ils appliquent des règles dont l'origine dépasse leur propre compréhension. Leur autorité est réelle, mais elle est dérivée. Elle ne leur appartient pas en propre. Cette relation particulière aux Anunnaki se manifeste dans la manière dont les rois sont décrits. Ils ne sont pas présentés comme des êtres sages ou justes par nature. Leur légitimité ne vient pas de leur qualité personnelle, mais de leur fonction. Ils sont choisis, non élus. Cette distinction est fondamentale. Elle inscrit le pouvoir dans une logique verticale, non communautaire. Les humains ordinaires perçoivent ces rois comme différents. Leur longévité les place hors du cycle habituel de la vie. Ils ne vieillissent pas comme les autres. Leur mémoire s'étend sur des périodes que les hommes ne peuvent embrasser. Cette différence crée une distance, mais aussi une forme de confiance. Le roi devient le garant d'un ordre stable, transmis sans rupture. Les textes ne décrivent pas de révolte contre cette organisation. Au contraire, ils suggèrent une acceptation tacite. Le roi incarne la continuité de l'ordre imposé par les Anunnaki. Tant que cet ordre assure la stabilité, il n'est pas contesté. Les villes prospèrent. Le travail est accompli. Les cycles se maintiennent. Cependant, cette longévité exceptionnelle n'est pas présentée comme éternelle. Les listes royales montrent une évolution. Les durées de règne diminuent progressivement. Les rois finissent par mourir. Leur succession s'accélère. Cette transition est notée sans explication. Elle marque pourtant un changement profond dans la relation entre pouvoir et temporalité. Les textes ne disent pas pourquoi cette longévité disparaît. Ils ne décrivent pas de décision explicite des Anunnaki. Ils se contentent de constater le fait. Les rois deviennent plus humains. Leur durée de vie se rapproche de celle du reste de la population. Cette humanisation progressive du pouvoir modifie l'équilibre établi. Avec des rois mortels, la continuité devient plus fragile. Chaque succession est un moment de transition. Chaque règne apporte de légères variations. Les décisions doivent être réaffirmées, les règles interprétées. Cette instabilité relative introduit une nouvelle dynamique dans les villes. Le pouvoir cesse d'être un point fixe. Il devient un processus. Les Anunnaki semblent s'adapter à cette évolution. Les textes évoquent une distance croissante. Leur présence directe se fait plus rare. Les rois, désormais mortels, doivent assumer davantage de responsabilités sans supervision constante. Cette délégation accrue renforce l'autonomie humaine tout en maintenant un cadre général. Les rois continuent à se présenter comme choisis par les Anunnaki. Leur légitimité repose toujours sur ce lien, mais ce lien devient plus symbolique. Il est transmis par des rituels, des récits, des signes. La relation directe s'estompe. L'autorité se fonde davantage sur la tradition que sur l'intervention immédiate. Cette évolution transforme la perception humaine des Anunnaki. Ils deviennent des figures du passé, des sources d'autorité originelles. Leur action se situe désormais dans un temps fondateur, non dans le présent quotidien. Les rois servent de médiateurs entre ce passé et le présent. Ils incarnent une mémoire plus qu'une présence. Les villes, sous ce nouveau régime, gagnent en complexité. Les règles sont adaptées. Les institutions locales se développent. Le pouvoir royal s'entoure de conseillers, d'administrateurs, de scribes. L'écriture prend une importance nouvelle. Elle permet de conserver la mémoire des décisions, de compenser la brièveté des règnes. Les textes montrent que cette transition n'est pas sans tension. La diminution de la longévité royale coïncide avec une augmentation des désaccords, des conflits locaux, des ajustements constants. L'ordre reste en place, mais il demande plus d'efforts pour être maintenu. Les Anunnaki, désormais plus distants, n'interviennent plus directement pour résoudre chaque problème. Cette distance marque une étape décisive. Elle indique que la solution initiale, fondée sur une intervention directe et sur des intermédiaires presque immortels, n'est plus viable ou plus souhaitée. Le système évolue vers une gestion plus indirecte, plus humaine, mais aussi plus instable. Les rois qui ne vieillissaient pas appartiennent alors à un passé révolu. Ils deviennent des figures de mémoire inscrites dans les listes, évoquées comme des repères d'un autre temps. Leur longévité devient un signe de l'époque où les Anunnaki étaient encore proches, visibles, impliqués. Cette mémoire nourrit les récits. Elle alimente l'idée d'un âge ancien où l'ordre était plus stable, plus clair.
Les textes ne disent pas que cet âge était meilleur, ils le présentent comme différent. Un temps où la frontière entre l'humain et l'ordre supérieur était moins marquée. À mesure que cette frontière se renforce, les Anunnaki se retirent davantage. Leur rôle change. Ils cessent d'être des administrateurs directs pour devenir des figures d'autorité lointaines. Les rois, désormais mortels, portent seuls le poids du pouvoir humain. Cette charge nouvelle modifie profondément la structure des villes et la manière dont l'ordre est perçu. Ce retrait progressif prépare la prochaine rupture, car à mesure que les Anunnaki s'éloignent, le monde qu'ils ont contribué à organiser continue d'évoluer. Les humains, désormais dotés d'une histoire, d'institutions et de pouvoirs mortels, vont devoir affronter les conséquences d'un système conçu pour durer, mais privé de ses architectes initiaux. C'est dans cet espace de transition entre mémoire d'un âge ancien et réalité d'un monde désormais autonome que les textes vont aborder la question de la séparation définitive entre les Anunnaki et l'humanité. Une séparation qui ne se fera pas sans tension ni sans laisser de traces profondes dans la mémoire des civilisations à venir. À mesure que les textes avancent, une distance nouvelle s'installe. Elle n'est jamais annoncée comme une rupture brutale ni décrite comme une décision unique. Elle se manifeste plutôt par une série de retraits progressifs, de silences prolongés, de présences devenues indirectes. Les Anunnaki, autrefois impliqués dans la gestion quotidienne du monde, cessent peu à peu d'y apparaître comme des acteurs visibles. Leur absence n'est pas soudaine, elle est graduelle, presque imperceptible au fil des générations. Les textes ne parlent pas de départ au sens strict. Ils évoquent plutôt une diminution des interventions. Les décisions majeures deviennent rares. Les instructions se font plus générales. Les relais humains prennent une importance croissante. Cette évolution est présentée comme une adaptation nécessaire à un monde désormais capable de fonctionner sans supervision constante. Les Anunnaki semblent considérer que l'équilibre peut être maintenu autrement. Cette séparation n'est pas décrite comme un abandon. Les Anunnaki ne disparaissent pas du monde. Ils changent de position. Ils se retirent vers un niveau plus distant, moins accessible. Leur présence devient conceptuelle, inscrite dans l'ordre des choses, plutôt que dans des actions visibles. Les textes utilisent un langage de plus en plus abstrait pour parler d'eux, comme si leur réalité se déplaçait hors de l'expérience humaine directe. Pour les humains, cette transformation est subtile mais profonde. Les générations qui ont connu une présence plus directe disparaissent. Les récits transmis deviennent moins précis. Les souvenirs se fragmentent. Ce qui était autrefois vécu devient raconté, et ce qui est raconté se transforme. Les Anunnaki commencent à être perçus non plus comme des agents, mais comme des figures fondatrices. Les rois, désormais pleinement humains et mortels, occupent l'espace laissé vacant. Ils gouvernent en se référant à une autorité passée. Les lois sont présentées comme héritées, non décrétées. Cette référence constante à un ordre ancien sert à légitimer le présent. Elle ancre le pouvoir dans une continuité, même lorsque la source originelle n'est plus accessible. Les textes montrent que cette séparation modifie la manière dont les humains comprennent le monde. Les causes des événements deviennent moins claires. Les décisions semblent parfois arbitraires. Les catastrophes, les déséquilibres, les périodes de prospérité ou de déclin sont interprétées à travers des récits symboliques. Là où une instruction directe existait autrefois, il ne reste plus qu'une interprétation. Cette transformation donne naissance à une nouvelle forme de relation. Les Anunnaki ne sont plus des administrateurs, mais des garants. Leur rôle devient normatif. Ils incarnent des principes, des lois, des équilibres. Les humains cherchent à se conformer à ce qu'ils perçoivent comme leur volonté, même si cette volonté n'est plus exprimée clairement. Le silence devient un élément central de cette relation. Les textes suggèrent que cette distance est voulue. Elle permet aux humains de développer leur propre structure, leurs propres réponses. Les Anunnaki, en se retirant, laissent place à une autonomie relative. Cette autonomie n'est pas totale. Elle est encadrée par des règles héritées, par une mémoire institutionnalisée. Mais elle marque une étape décisive dans l'histoire humaine. Cette séparation n'est pas sans conséquences. Les humains, livrés à leurs interprétations, multiplient les rites, les récits, les médiations. Ils cherchent des signes là où il n'y a plus de paroles directes. Les textes évoquent une prolifération de pratiques destinées à maintenir un lien avec l'ordre supérieur. Ces pratiques varient d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. L'unité initiale se fragmente. Les Anunnaki deviennent alors des figures multiples. Leur image se diversifie.
Les fonctions autrefois clairement définies se transforment en attributs symboliques. Un même nom peut désigner des réalités différentes selon les contextes. Cette pluralité est le signe d'un éloignement progressif de l'expérience originelle. Le souvenir se transforme en mythe. Pourtant, les textes conservent une certaine retenue. Ils ne décrivent pas cette évolution comme une dégradation. Ils la présentent comme une transformation inévitable. Le monde change. Les relations changent. L'ordre doit s'adapter. Les Anunnaki, en se retirant, permettent au système qu'ils ont mis en place de continuer sans leur présence constante. Cette distance modifie également la manière dont les humains se perçoivent. Ils ne sont plus simplement des exécutants. Ils deviennent responsables de la continuité de l'ordre. Les erreurs, les conflits, les déséquilibres ne peuvent plus être corrigés par une intervention directe. Ils doivent être gérés de l'intérieur. Cette responsabilité nouvelle est lourde, mais elle est assumée. Les textes laissent entendre que cette séparation est aussi une forme de protection. Une proximité trop grande aurait pu conduire à des confusions, à des rivalités, à des déséquilibres plus profonds. En se retirant, les Anunnaki maintiennent une frontière claire entre les niveaux. Cette frontière, bien que frustrante pour les humains, garantit une stabilité relative. Cependant, cette stabilité est fragile. Les interprétations humaines divergent. Les villes développent des traditions distinctes. Les récits fondateurs se transforment. Ce qui était autrefois un ordre cohérent devient un ensemble de pratiques locales. Les Anunnaki, désormais figures lointaines, ne corrigent plus ces divergences. Elles s'accumulent. Les textes mentionnent des moments de tension, des périodes où l'équilibre semble menacé. Ces moments ne sont pas toujours attribués à des causes naturelles. Ils sont parfois interprétés comme des signes de mécontentement des Anunnaki. Cette interprétation renforce l'idée d'une relation devenue indirecte, médiatisée par des symboles plutôt que par des actions. La séparation entre Dieu et humain n'est donc pas une rupture nette, mais une reconfiguration profonde. Elle transforme la nature même de la mémoire. Ce qui était vécu devient transmis. Ce qui était transmis devient interprété. Et ce qui est interprété devient normatif. Les Anunnaki, en se retirant, laissent derrière eux un héritage complexe, difficile à gérer sans leur présence. Les humains, désormais seuls face à cet héritage, développent des structures pour le conserver. Les scribes jouent un rôle central. Ils consignent les récits, les lois, les listes. L'écriture devient un outil de stabilisation. Elle compense l'absence de paroles directes. Elle fige des interprétations, parfois au détriment de la flexibilité initiale. Cette fixation a des effets durables. Les textes deviennent des références. Ils sont consultés, commentés, parfois modifiés. Leur autorité repose sur leur ancienneté, sur leur lien supposé avec les Anunnaki. Le passé acquiert un poids croissant. Il guide le présent, même lorsqu'il est mal compris. À mesure que cette dynamique s'installe, les Anunnaki disparaissent presque entièrement de la scène active. Ils subsistent dans les récits, dans les noms, dans les principes. Leur présence est ressentie, mais rarement observée. Cette absence nourrit à la fois la fidélité et l'inquiétude. Les humains cherchent à rester alignés avec un ordre qu'ils ne perçoivent plus directement. La séparation est alors complète, sans avoir jamais été proclamée. Le monde continue de fonctionner, porté par des structures humaines, par des villes, par des rois mortels, par des lois héritées. Les Anunnaki, à l'origine de cet ordre, ne sont plus là pour le maintenir. Leur retrait marque une nouvelle étape, où l'humanité doit assumer les conséquences de son autonomie relative. Mais cette autonomie n'efface pas la mémoire. Les récits conservent la trace d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes, où les décisions étaient visibles, où l'ordre était imposé de l'extérieur. Cette mémoire, même transformée, continue d'influencer la manière dont les humains comprennent leur place dans le monde. C'est dans ce contexte de distance et de souvenir que les textes vont aborder la prochaine rupture majeure. Une rupture non plus liée à l'organisation du pouvoir, mais à un événement global, perçu comme une correction radicale de l'équilibre. Un événement qui marquera durablement la mémoire humaine et qui sera transmis sous des formes multiples, comme un avertissement venu d'un temps où les Anunnaki n'avaient pas encore totalement disparu. Dans les textes sumériens, l'événement qui sera plus tard appelé déluge n'apparaît pas comme une catastrophe aveugle. Il est décrit avec une retenue méthodique, presque froide. Rien n'indique une colère incontrôlée ou un effondrement soudain de l'ordre du monde. Au contraire, tout suggère une intervention pensée, limitée, encadrée. Le déluge n'est pas une fin, mais une correction. Une réponse à un déséquilibre devenu trop profond pour être ignoré.
Les récits situent cet événement dans un contexte déjà fragilisé. Les villes se sont multipliées, les populations ont augmenté, les structures humaines, désormais autonomes, produisent leurs propres tensions. Les textes évoquent un bruit croissant, non pas sonore au sens strict, mais structurel, une agitation permanente, une complexité devenue difficile à contenir. L'ordre hérité des Anunnaki, transmis sans supervision directe, commence à se déformer. Ce déséquilibre n'est pas attribué à une faute morale précise. Il n'est pas question de péché ni de transgression individuelle. Les textes parlent plutôt d'une saturation. Le système fonctionne, mais trop intensément. Les cycles sont perturbés. Les ressources sont sollicitées au-delà de leur capacité de renouvellement. L'humanité, devenue nombreuse et organisée, pèse désormais sur le territoire d'une manière nouvelle. Les Anunnaki, bien que distants, ne sont pas absents. Les textes suggèrent qu'ils observent toujours depuis un niveau plus élevé. Leur intervention, lorsqu'elle survient, n'est pas improvisée. Elle est discutée, délimitée. Le déluge apparaît comme une mesure extrême, mais nécessaire. Une manière de réinitialiser certains paramètres sans détruire l'ensemble. La manière dont le déluge est décrit renforce cette impression de contrôle. Les eaux montent, mais selon un rythme précis. Les durées sont notées. Les zones affectées semblent ciblées. Les textes ne parlent pas d'une destruction totale de la Terre, mais d'un événement circonscrit, même s'il est vécu comme global par ceux qui y sont confrontés. Cette nuance est essentielle. Un élément revient avec insistance: la préservation. Les textes évoquent la sauvegarde de certaines lignées, de certains savoirs, de certaines espèces. Cette préservation n'est pas laissée au hasard. Elle est organisée. Elle implique une transmission d'informations, parfois directe, parfois indirecte. L'idée qu'un être humain puisse être averti n'est pas présentée comme une exception miraculeuse, mais comme une décision réfléchie. Cet avertissement, rapporté sans emphase, souligne le caractère intentionnel de l'événement. Le déluge n'est pas destiné à effacer toute trace. Il vise à réduire, à corriger, à ramener le système à une échelle gérable. Les Anunnaki ne cherchent pas à recommencer depuis le début. Ils cherchent à ajuster. Les récits insistent sur le silence qui précède. Les signes sont rares. Les humains ne comprennent pas ce qui se prépare. L'événement arrive sans proclamation publique, sans explication globale. Cette absence de communication directe renforce la distance déjà installée entre les niveaux. Les Anunnaki agissent mais ne dialoguent plus. Leur décision est appliquée sans être débattue avec l'humanité. Lorsque les eaux se retirent, le monde qui réapparaît est différent. Les textes décrivent un paysage modifié, des villes absentes, des communautés dispersées. La densité humaine a diminué, les structures les plus complexes ont été fragilisées. Le territoire, libéré d'une partie de la pression, retrouve un certain équilibre. Le déluge a rempli sa fonction. Pour les survivants, l'événement est incompréhensible. Il dépasse l'expérience ordinaire. Les récits humains commencent à le charger de sens symbolique. Ils cherchent des causes, des intentions, des messages. Les Anunnaki deviennent, dans ces interprétations, des juges ou des sauveurs. Cette transformation du sens n'est pas corrigée. Elle est laissée se développer. Les textes sumériens, cependant, conservent une tonalité différente. Ils ne dramatisent pas le déluge. Ils le consignent comme un fait majeur, certes, mais intégré à une logique de gestion. Il est présenté comme une mesure exceptionnelle, non comme un modèle. Rien n'indique que les Anunnaki souhaitent répéter ce type d'intervention. Au contraire, l'événement semble marquer une limite. Après le déluge, les relations entre Dieu et humains changent encore. La distance s'accentue. Les Anunnaki apparaissent moins fréquemment dans les récits. Leur rôle se concentre sur l'établissement de nouvelles règles, plus strictes, destinées à éviter un retour à la situation précédente. Les humains doivent désormais évoluer dans un cadre plus contraint. Les textes suggèrent que certaines connaissances ont été volontairement perdues lors du déluge. Non pas détruites par accident, mais laissées derrière. Ce choix participe à la réduction de la complexité humaine. Les structures trop avancées, trop autonomes, ont disparu. Ce qui subsiste est plus simple, plus local, plus facile à contenir. Cette perte n'est jamais décrite comme une tragédie par les textes officiels. Elle est présentée comme un ajustement nécessaire. Pourtant, dans les récits transmis oralement, elle devient un traumatisme. Les humains se souviennent d'un temps d'abondance, de villes anciennes, de savoirs disparus. Cette mémoire fragmentée nourrit une nostalgie profonde qui traversera les générations.
Les Anunnaki, en opérant cette rupture contrôlée, semblent chercher un nouvel équilibre. Un monde où l'humanité peut exister, travailler, se développer, mais sans atteindre un niveau de complexité qui rendrait la gestion impossible sans intervention directe. Le déluge trace une limite invisible, une frontière à ne pas franchir. Les survivants reconstruisent. Les villes réapparaissent, mais plus lentement. Les structures sont plus modestes. Les récits fondateurs intègrent désormais la mémoire du déluge comme un avertissement. L'événement devient une référence, un point de comparaison. Il sert à expliquer les limites du monde, les règles à respecter. Les textes laissent entendre que cette mémoire joue un rôle régulateur. La peur de répéter le déséquilibre passé freine certaines ambitions. Les humains développent des systèmes de contrôle interne, des lois, des interdits. Ces mécanismes ne viennent plus directement des Anunnaki. Ils émergent de la mémoire collective de la catastrophe. Le déluge marque ainsi un tournant définitif. Il clôt une époque où les Anunnaki intervenaient pour corriger les déséquilibres majeurs. Après lui, leur présence devient presque entièrement symbolique. Les humains sont laissés face à leur propre capacité à maintenir l'ordre dans les limites imposées. Cette rupture contrôlée laisse une empreinte durable. Elle inscrit dans la mémoire humaine l'idée qu'un excès peut conduire à une correction radicale. Elle installe une prudence, une retenue, mais aussi une incompréhension persistante. Les humains savent qu'un seuil existe, sans toujours savoir où il se situe. Les textes ne concluent pas sur cet événement. Ils le laissent ouvert, comme un rappel silencieux. Le déluge n'est pas une fin, ni une punition ultime. Il est une réponse ponctuelle à une situation spécifique. Une réponse qui a permis au monde de continuer, mais au prix d'une perte irréversible. À partir de ce moment, l'humanité entre dans une phase nouvelle. Les Anunnaki se retirent davantage encore. Les règles sont en place. La mémoire du déluge sert de garde-fou. Mais quelque chose demeure inachevé. Une partie du savoir, une partie de l'histoire, n'a pas été transmise. C'est cette absence, ce vide laissé volontairement ou non, qui va nourrir les récits suivants. Car après la rupture, une autre question s'impose. Que faut-il taire pour que l'équilibre se maintienne ? Et jusqu'où peut-on contrôler une mémoire qui cherche inlassablement à se reconstituer ? Lorsque les textes sumériens s'interrompent, ils ne concluent pas. Ils cessent simplement de parler. Ce silence final n'a rien d'accidentel. Il ne ressemble pas à une perte brutale, ni à une destruction totale. Il apparaît plutôt comme une limite atteinte, une frontière au-delà de laquelle l'écriture ne s'aventure plus. L'argile conserve ce qui a été jugé nécessaire, était ce qui ne devait pas survivre. Les dernières tablettes ne cherchent pas à récapituler l'histoire des Anunnaki. Elles n'expliquent pas leur disparition ni leur retrait définitif. Elles les laissent en suspens, comme des figures dont la présence n'est plus requise pour que le monde continue. Le silence devient alors une forme de transmission négative. Ce qui n'est pas dit structure autant que ce qui est écrit. L'argile, matériau fragile mais durable, joue ici un rôle paradoxal. Elle conserve à travers les millénaires des récits incomplets, des listes interrompues, des mythes sans résolution. Elle ne comble pas les vides, elle les fige. Chaque fragment retrouvé rappelle autant ce qui a été transmis que ce qui a été volontairement ou involontairement laissé de côté. Les scribes qui ont façonné ces tablettes ne semblent pas avoir cherché à produire un récit total. Ils consignent des éléments précis, souvent détachés de leur contexte complet. Ils écrivent pour leur présent, pas pour un avenir lointain. Ce décalage crée aujourd'hui une impression étrange. Nous lisons des textes qui supposent une compréhension que nous n'avons plus. Le silence qui les entoure n'est pas un oubli, mais un héritage. Les Anunnaki, à ce stade, ne sont plus des acteurs. Ils ne prennent plus de décisions visibles. Leur nom apparaît parfois, mais sans action associée. Ils deviennent des repères lointains, des vestiges conceptuels. Leur absence est totale sans jamais être expliquée. Les textes ne parlent pas de départ, ni de fin. Ils cessent simplement de les mentionner comme des présences actives. Ce retrait final marque un passage définitif. Le monde appartient désormais aux humains. Non pas dans un sens absolu, mais dans un cadre limité, hérité, contraint. Les règles sont en place. Les structures existent. La mémoire est fragmentée. L'argile conserve les traces d'un ordre ancien, mais ne fournit plus les clés pour le reproduire. Les générations suivantes vont interpréter ce silence de multiples façons. Certains y verront une perte tragique, d'autres, une élévation spirituelle, d'autres encore, un simple passage du temps. Les textes sumériens, eux, ne proposent aucune interprétation. Ils laissent le silence faire son œuvre. Ils semblent accepter que tout ne puisse pas être transmis.
Ce silence a une fonction. Il empêche la répétition. En l'absence d'un récit complet, il devient impossible de reproduire exactement les conditions anciennes. Les humains peuvent reconstruire, imaginer, interpréter, mais jamais recréer. Cette impossibilité est peut-être la garantie la plus durable de l'équilibre recherché après le déluge. L'argile conserve aussi des contradictions, des récits qui se chevauchent sans s'accorder parfaitement, des durées qui varient, des généalogies incomplètes. Ces incohérences ne sont pas corrigées. Elles restent inscrites comme des traces d'un passé déjà fragmenté au moment de l'écriture. Le silence n'est pas homogène. Il est fait de ruptures, de discontinuités, de zones floues. Ce qui frappe à la lecture de l'ensemble, c'est l'absence de nostalgie explicite. Les textes ne regrettent pas le temps où les Anunnaki étaient présents. Ils ne décrivent pas un âge perdu à reconquérir. Ils enregistrent une transformation, puis se taisent. Cette retenue suggère une acceptation. Le monde change. L'ordre ancien n'est plus adapté. Il n'a pas vocation à revenir. Pour les humains, cependant, ce silence devient une source d'interrogation constante. Les questions persistent. Pourquoi certaines connaissances ont-elles disparu ? Pourquoi les récits parlent-ils d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes ? Pourquoi l'ordre actuel semble-t-il toujours incomplet, fragile, provisoire ? Ces questions n'ont pas de réponse dans l'argile. Ce manque nourrit l'imaginaire. Les Anunnaki deviennent des figures de projection. Ils incarnent tour à tour des créateurs, des guides, des juges, des absents. Chaque culture, chaque époque leur prête des intentions différentes. Le silence originel permet cette plasticité. Il ne contraint pas l'interprétation. Il l'invite. Pourtant, derrière ces interprétations multiples, les tablettes sumériennes conservent une tonalité constante, celle d'un monde géré, ajusté, corrigé, puis laissé à lui-même. Un monde où les décisions ne sont jamais présentées comme définitives, où chaque solution engendre de nouveaux problèmes, où l'équilibre est toujours temporaire. Le silence laissé dans l'argile n'est donc pas un échec de la transmission. Il est peut-être son aboutissement. Il marque le point où le récit cesse d'être utile, là où trop d'explications deviendraient dangereuses, là où la mémoire doit s'arrêter pour que le monde puisse continuer sans être prisonnier de son origine. Les dernières traces des Anunnaki dans les textes sont souvent indirectes. Un nom dans une liste, une référence à un ordre ancien, une loi présentée comme héritée, puis plus rien. Cette disparition progressive, sans drame, sans conclusion, renforce l'impression d'un retrait maîtrisé. Les Anunnaki n'ont pas été chassés. Ils se sont rendus inutiles. L'argile, en conservant ce retrait sans l'expliquer, transmet une leçon silencieuse. Tout système fondé sur une intervention extérieure est voué à évoluer vers l'autonomie ou à s'effondrer. Les Anunnaki ont choisi l'autonomie encadrée par des limites. Le silence est la trace de ce choix. Aujourd'hui, ce silence continue de résonner. Les tablettes ne parlent plus, mais elles interrogent. Elles rappellent qu'une partie du passé ne sera jamais pleinement accessible, que certaines origines sont destinées à rester floues, non par oubli mais par nécessité. Le silence laissé dans l'argile n'est pas vide. Il est chargé d'intention, de choix, de renoncement. Il marque la fin d'un cycle et le début d'un autre. Un cycle où l'humanité avance sans guide visible, avec une mémoire fragmentée et une curiosité intacte. Et peut-être est-ce là l'héritage le plus durable des Anunnaki. Non pas les récits qu'ils ont laissés, mais ceux qu'ils ont choisi de ne pas transmettre. Un silence qui oblige à observer, à questionner, à interpréter. Un silence qui rappelle que derrière chaque civilisation, il existe une couche plus ancienne, plus profonde, dont la trace n'est jamais complète. Dans cette argile fissurée, cuite par le temps, ce n'est pas seulement une histoire qui subsiste. C'est une absence structurante, une frontière invisible entre ce qui peut être su et ce qui doit rester hors d'atteinte. Et c'est peut-être dans cette frontière, plus que dans les récits eux-mêmes, que réside la part la plus persistante de ce qui s'est réellement passé lorsque les Anunnaki ont cessé de parler.